Alors, on va ouvrir la première table ronde. Dont le titre est « Pacte civique et pouvoir de vivre, quel modèle de changement pour demain dans une démocratie renouvelée ?» Alors, avant de rentrer dans le vif du débat, je vais essayer de présenter tous les gens qui sont là avec nous. On a d'abord Laurent Berger, qui est secrétaire général de la CFDT depuis 2012 et président de la Confédération européenne des syndicats depuis 2019. Nous avons Karima Delli, qui est députée européenne depuis 2009, militante alternative, membre du Parti des Verts en 2005, puis d'Europe Écologie Les Verts. Vous présidez la commission du transport et du tourisme au Parlement européen. Vous avez été tête de liste aux élections régionales en 2021 et vous êtes conseillère régionale Hauts-de-France. Nous accueillons également Louis Gallois, haut fonctionnaire, dirigeant de plusieurs entreprises, SNCF, PSA, Peugeot, Citroën. Vous êtes aussi responsable associatif, Fabrique de l'Industrie, Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. 4 ans, 5 ans. D'accord. Ça s'appelle Fédération des acteurs de la solidarité. D'accord. Bon. Je voulais mettre un mot derrière chaque lettre, en fait, derrière le sigle. Vous êtes également, depuis 2016, président du Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Nous accueillons également Claire Hédon, journaliste radio de profession. Vous avez adhéré au mouvement ATD Quart Monde en 1993. Vous en devenez vice-présidente en 2011. Vous êtes ensuite présidente de 2015 à 2020. Et en 2017, vous êtes nommée au centre membre du Comité consultatif national d'éthique. Et depuis juillet 2020, vous avez succédé à Jacques Toubon pour présider l'autorité administrative indépendante, la défenseur des droits, 3D. On reçoit également Maxime de Rostolan, entrepreneur, lobbyiste engagé dans le domaine des biomimétismes, de l'agroécologie et de la permaculture. Vous avez créé et animé l'association Ferme d'Avenir et l'expérimentation menée à la Bourdaisière dans l'Indre-et-Loire. Vous avez participé au documentaire « On a 20 ans pour changer le monde ». Vous êtes à l'origine du projet de lobbying citoyen La Bascule depuis 2019. Hugues Sibyl, vous êtes une personnalité marquante de l'économie sociale et solidaire française et européenne. Vous avez exercé de nombreuses responsabilités dans le privé, public et associatif. Délégué interministériel à l'innovation et à l'économie sociale de 2001 à 2005. Vous êtes à l'origine de la première charte d'engagement réciproque entre l'État et les associations. Ça, c'était en 2001. Et puis, depuis 2015, vous êtes président de la Fondation du Crédit Coopératif et du Labo de l'économie sociale et solidaire. Voilà, j'espère que la présentation vous a convenu. Avant de rentrer dans le vif du débat, je vous propose de regarder d'abord deux expériences qui ont été menées à propos du pacte civique, à propos du pacte de pouvoir de vivre. C'est d'abord l'expérience de Bernard Lagache à Lyon. C'est une très courte vidéo. Et puis ensuite, on ira à Montpellier pour une autre expérience du pacte de pouvoir de vivre. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Voilà, je vous propose de regarder ça quelques minutes. Bonjour, je suis Bernard Lagache, membre du Pacte civique lyonnais depuis 10 ans. À ce titre, je participe au Pacte du pouvoir de vivre. Déjà, notre collectif a rejoint les places de la République en 2017 à l'occasion de la campagne présidentielle. À noter dès le départ et jusqu'à aujourd'hui, une forte implication de l'Union locale CFDT qui a cru en ce projet et a mis les moyens pour réussir. C'est ainsi que nous avons été présents à chaque échéance importante de notre vie politique. Élections présidentielles et législatives 2017, consultation citoyenne sur l'Europe 2018, élections européennes 2019. Notre noyau de départ était constitué autour de la CFDT, du club Convaincre, notre partenaire ancien sur Lyon, les étudiants de la FAGE, la Ligue de l'enseignement, les Francas, Forum réfugiés et la Maison des Européens Lyon à l'occasion des débats sur l'Europe. Nous avons pris plaisir à nous retrouver pour préparer l'interpellation des représentants des listes candidates aux élections. Le principe est que chaque organisation interroge dans son domaine de compétences et d'engagement. La CFDT pour l'emploi, la Ligue de l'enseignement pour l'éducation et bien sûr le pacte civique sur les questions de démocratie. Avec le pacte du pouvoir de vivre en 2020, notre travail prend une autre dimension. De nouvelles organisations nous ont rejoints. Léo Lagrange, CIMAD, Oxfam, Emmaüs,
ATD Quart-Monde, Secours catholique, Fondation Abbé Pierre, CCFD et France Nature Environnement. En février 2020, le Centre culturel de Villeurbanne accueille le Tour de France du Pacte du pouvoir de vivre avec 150 participants. La métropole de Lyon a cette particularité de réunir les compétences du département et de l'ancienne communauté urbaine. À ce titre, ses représentants sont élus au suffrage universel. Ceci nous a donné l'occasion d'organiser de nouveaux débats à l'occasion des élections métropolitaines de 2020, en mars en présentiel, en juin en distanciel, avec chaque fois plus de 100 participants. Avec la crise économique et sociale du Covid, de nombreux élus ont souhaité rencontrer le PPV pour les questions sociales et d'emploi. C'est ainsi que le PPV a rencontré le président de la métropole de Lyon, le maire de Lyon, tous deux écologistes, le maire de Villeurbanne socialiste et des élus du département du Rhône à droite. Le PPV a rencontré également les députés à l'occasion du vote de la loi climat résilience. Indéniablement, aujourd'hui, le PPV est reconnu au plan local et c'est bien sa force. Un PPV régional s'est constitué pour organiser un débat avec les listes candidates en Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'est déroulé le 1er juin avec l'absence remarquée de Laurent Wauquiez, trop occupé à parler sécurité à ses électeurs. Pour moi, le PPV, c'est une capacité de travail en commun, ensemble, avec nos diversités et aussi nos complémentarités. Deux questions représentant de la table ronde. Comment rendre efficace le travail en commun avec 66 organisations? Deuxième question, comment le PPV se prépare pour l'échéance essentielle 2022? On va maintenant aller du côté de Montpellier avec Dominique Schlachly. Bien, je voudrais prendre 3 exemples concrets pour vous expliquer un peu ce qu'essaie de faire notre collectif. Premier exemple, quand on s'est créé, on a essayé de regarder ensemble, dans les propositions du Pacte du pouvoir de vivre, quelles étaient celles qui nous rassemblaient, nous semblaient les plus importantes pour tous à la fois, les 7 ou 8 organisations que nous étions. Et c'est les questions de logement qui nous ont paru le plus important. Du coup, comme on était juste devant les municipales, on a fait un questionnaire pour les candidats aux municipales sur la question du logement au nom du pacte du pouvoir de vivre. On a eu des réponses, on les a mis sur un site, etc. Deuxième exemple, nous avons essayé de réfléchir sur ce que pouvait être un espace qui soit à la fois un espace d'information sur les droits, l'accès aux droits de nature publique, de ce qui peut être proposé aux citoyens par les pouvoirs publics, que ce soit l'État, le département, la région ou la municipalité, et en même temps qu'il soit un endroit où il y ait de l'information sur des alternatives solidaires de type économie sociale et solidaire, qui ont besoin d'être mieux connues. Et donc, on réfléchit là-dessus. C'est ce qu'on appelle une communauté locale d'action. On essaie de voir ça avec 1 ou 2 municipalités aujourd'hui. Enfin, troisième exemple, on a essayé de développer entre nous des synergies, et en particulier, on a pris ensemble un Zoom. Voilà, ces 3 exemples montrent bien les 3 fonctions qu'on voit, nous, dans un collectif. Premièrement, la popularisation de ce qui se passe au niveau national. Deuxièmement, essayer d'avoir de nouveaux types de rapports plus démocratiques et plus partenariaux avec les pouvoirs publics. Et troisièmement, développer les synergies entre nous. Ça, c'est un peu dans l'idéal, c'est pas facile à faire parce que les uns et les autres, les différentes organisations du collectif local sont très occupés. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse être là en permanence pour
pour assurer l'ingénierie de ce système, hein, et sa coordination. Pour l'instant, on n'a personne. On a demandé au pacte national, ils n'ont pas de possibilité de le faire. Et donc, c'est un obstacle de taille. Mais je suis persuadé que c'est quand même dans ce sens-là qu'il faut aller si on veut que le pacte du pouvoir de vie soit quelque chose d'original et non pas une énième proposition noyée dans la masse, comme ça risque de se passer au moment des présidentielles. Alors, vous pourrez réagir à ces expériences de terrain. On va essayer d'élargir un petit peu la question. Donc, je rappelle en 2 mots le pacte de pouvoir de vivre. Ce sont 19 organisations qui sont mis comme objectif justement de proposer un... 60. 19 devenus 66. D'accord, avec 66 propositions. Donc 19 organisations au départ et donc plus de 60 maintenant, avec un objectif, c'est-à-dire donner à chacun le pouvoir de vivre, mais en respectant, sans dissocier les questions sociales et environnementales. C'est pour ça qu'on a des gens du monde plutôt social et des gens plutôt environnemental, j'y reviendrai. Il y avait 4 axes de travail pour le pacte de pouvoir de vivre. Donner à chacun le pouvoir de vivre dans un cadre commun en protégeant notre avenir et celui des générations futures. Le deuxième acte, c'était remettre l'exigence de justice sociale au cœur de l'économie. Ensuite, préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l'alpha et l'oméga de nos politiques publiques. Et enfin, partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part aux transformations de nos vies. Ça représente aujourd'hui l'ensemble des associations, ces 66 propositions classées en 4 thèmes, plusieurs millions de personnes en fait qui sont derrière toutes ces organisations. Alors, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. J'avais envie d'interpeller Laurent Berger en premier. La CFDT a fait partie des organisations qui sont à l'origine du lancement du PPV. Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat, aujourd'hui, d'élargir son action bien au-delà du combat dans le monde du travail, afin d'œuvrer plus globalement à la construction d'une société plus juste, plus sociale et plus écologique? Et comment cultiver, en fait, c'est une deuxième question, mais vous y répondrez, comment cultiver les nouvelles valeurs, qui sont la sobriété, dont parlait tout à l'heure Jean-Baptiste, la fraternité, et les renouveler dans plus anciennes valeurs que sont la fraternité? Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation, merci de la largeur de la question. Ouais, ce qui d'ailleurs est assez contradictoire avec le fait de le porter quand on ne parle pas. Mais c'est vrai que c'est plus facile. Non, je disais, moi je voudrais juste resituer le moment de lancement du pacte, qui me paraît fondamental parce que ça explique aussi pourquoi il est, quelle est son originalité. C'était, vous vous rappelez, en début d'année 2019, à un moment de tension extrême dans le pays, autour des problématiques, enfin en tout cas à l'origine, autour des problématiques liées à une mesure indispensable à la transition écologique et la taxe carbone, et à un moment donné où ça avait percuté le sentiment assez justifié, de mon point de vue, d'invisibilité ressentie par nombre de citoyens sur leurs problèmes réels. Et on était à ce moment-là, en tout début d'année, je crois que la première rencontre, ou le moment où on décide de se retrouver, c'est tout début janvier, où le gouvernement, le président de la République, décide de lancer un grand débat, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais en faisant la démonstration que finalement, ce qui constitue l'originalité d'une démocratie, c'est qu'aussi elle soit capable d'articuler cette démocratie représentative avec une démocratie citoyenne, certes, absolument indispensable, mais il y a aussi la démocratie sociale, au sens très large du terme, qui représente finalement la diversité aussi des composants de la société. Et à ce moment-là, on s'est dit à quelques-uns, dont le Pacte civique, la CFDT, mais bien d'autres encore, ATD Quart Monde, on se dit, on ne peut pas laisser faire ça et donner le sentiment que tout ça serait finalement, soit on considérerait que créer du commun, c'est simplement à agglutiner des intérêts particuliers. On sait tous que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. On ne peut pas laisser faire croire qu'il faudrait choisir entre l'écologie ou la lutte contre les inégalités. On ne peut pas faire croire que la démocratie se ferait finalement dans une forme de démocratie directe sans reconnaître le rôle de ceux qui, tous les jours, de façon assez méconnue malheureusement, agissent pour créer du commun, créer des solidarités. Et donc on décide à ce moment-là de se regrouper. Franchement, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. Enfin, peut-être Jean-Baptiste, Claire savait, mais moi je ne le savais pas ce que ça allait devenir. Et on le fait en partant de la poule dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure, en partant des valeurs.
Et on fait des propositions qui partent de ce que nous sommes. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi on part à 19? Pas parce que tout d'un coup, on s'est dit, il y a des bons... c'est ces 19-là qui, au moment... un autre moment important quand même de notre histoire, qui est le moment où des attentats éclatent dans notre pays et où on a peur que la société désagrège, décide de se retrouver pour faire des textes qui étaient empreints de fraternité. Des déclarations qui étaient empreintes d'apaisement, en disant il faut qu'on arrive à vivre les uns avec les autres, qu'on arrive à se comprendre, qu'on arrive... Et on décide, ce petit collectif qui vivotait, qui se retrouvait, et dont on s'appréciait, mais on ne travaillait pas vraiment ensemble, on décide de le faire, le pacte du pouvoir de vivre. Et pour une organisation syndicale, pour revenir à votre question, c'est totalement légitime. Personne ne peut découvrir que la CFDT se préoccupe des questions environnementales. Nous, dans les années 70, on avait écrit un livre collectif. Quand je dis nous, vous imaginez bien que dans les années 70, c'était pas moi, qui s'appelait Les dégâts du progrès, qui déjà mettait les limites et qui d'un modèle productiviste qui finalement faisait reposer ses externalités négatives. On ne parlait pas comme ça dans ces années-là, mais principalement sur les travailleurs et les plus fragiles. Et donc, on décide pour nous, un salarié, un travailleur, une travailleuse, elle n'est pas cantonnée dans ce rôle-là. Elle a un rôle de citoyen. Et puis, elle est percutée. On l'a vu avec les Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes. La question de sa vie au travail, de sa rémunération est importante, mais elle est percutée par des questions de logement, ça a été très bien dit tout à l'heure, par des questions de pouvoir de vivre en termes de santé, d'accès à la santé. Moi, j'étais hier avec des salariés qui m'expliquaient qu'il n'y avait plus moyen de trouver un médecin, un service de soins 30 km alentour. Donc, c'est ça qui nous fait nous réunir. Et on décide d'appeler ça « pouvoir de vivre ». J'avoue, j'avais un peu déjà lancé cette idée, mais pouvoir de vivre tout simplement parce que ce n'est pas que des questions de pouvoir d'achat. Et on retrouve les éléments qui sont chers au pacte civique autour de la sobriété. Mais la sobriété, je tiens à le dire, c'est pas abordable de la même manière dans tous les secteurs professionnels, dans tous les milieux sociaux. La sobriété, c'est beaucoup plus facile à opérer quand vous n'avez pas de problème de fin de mois. Je le dis très franchement. Et donc, pour une organisation syndicale, ces questions-là sont importantes. C'est pour ça qu'on a traité tous les sujets sociaux, beaucoup de sujets sociaux, avec la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté, mais aussi la vie au travail, avec les enjeux écologiques et les enjeux démocratiques, pour montrer que tout ça ne se contredisait pas, mais pouvait faire un vrai modèle, un autre modèle. Moi, j'aime pas trop projet de société parce que notre ambition, c'est pas de gouverner, c'est pas un projet politique au sens accession à une responsabilité politique, c'est un projet politique au sens vie de la cité. Je vois que Louis est pas d'accord, mais c'est un projet politique au sens, si on se dit, Louis, que c'est un projet au service de la façon dont on voudrait construire un modèle de société, un modèle de développement. Je me tourne vers vous, Louis Gallois, parce que vous avez opiné du chef sur ce que vient de dire Laurent Berger. Quand il disait qu'il faut d'abord avoir un travail et avoir pas de problème de fin de mois avant de parler de sobriété, vous êtes d'accord avec ce constat? Je dandinais de la tête parce que ce que vient de dire Laurent Berger est tout à fait convenable, mais il est en train de démontrer un drame français, c'est que les partis politiques n'existent plus et ne sont plus capables d'élaborer des programmes, de définir un projet de société. Et que, au fond, vous avez bouché un trou qui était béant. Vous avez essayé. Mais moi, je ne pense pas, je le dis franchement, je ne pense pas, je n'insurge pas du tout contre le pouvoir de vivre. Mais je veux dire que l'objectif, c'est de retrouver un fonctionnement démocratique avec des partis qui élaborent et qui vont jusqu'au bout, puisqu'ils vont se présenter devant les électeurs pour faire approuver ou désapprouver le projet qu'ils ont élaboré. Et donc la sanction démocratique, elle existe. Le problème du pouvoir de vivre, c'est que vous n'avez pas de sanction démocratique, si ce n'est celle de vos associations. Et ça a toujours été pour moi un problème, parce que je pense que à la fois le travail qui est fait est un travail très utile, et en même temps, il illustre une énorme lacune qui est la disparition des partis politiques en tant que tels. La prochaine élection présidentielle va en être
Oui, c'est ce que la j'allais- démonstration évidente. sans vous Excusez-moi interrompre, de cette je- interruption. je- Laurent, je suis désolé de cette interruption. L'exemple de C'est très 2017 intéressant. montre quand même qu'on peut arriver à la tête de l'État sans vraiment avoir un parti politique, voire un projet assez faible. Et ce qui se profile là sur les premiers débats qu'on peut voir... Mais c'est la République qui est en cause. Non, mais c'est aussi une conception de la place de la reconnaissance de deux phénomènes importants de mon point de vue, qui est d'abord le moment de... Moi, je ne parle pas de rupture, le moment de bascule dans lequel nous sommes, avec une grande conscience de la majorité des citoyens qu'il faut quand même faire autrement sur un certain nombre d'éléments, notamment sur le modèle productif, mais pas simplement, sur l'accompagnement des personnes les plus en difficulté, les inégalités qui se creusent, les tensions qui se creusent parfois sur, je crois, des mauvaises choses, des mauvais sujets. Donc il y a une forme de conscience collective qu'on vit un moment très particulier de rupture, de bascule, de besoin de transformation profonde. Et puis de l'autre côté, ce sentiment que la facilité, le slogan ne suffiront pas à régler les choses. C'est l'implication des citoyens et la non-reconnaissance aujourd'hui. On avait ce sentiment, la non-reconnaissance de l'épaisseur de la société, c'est le deuxième élément qui me paraît. L'épaisseur de la société, c'est sa diversité, c'est ses paradoxes, c'est ses contradictions, c'est les tensions inhérentes à une société, c'est la reconnaissance d'une société d'intérêts qui sont parfois contradictoires, qui sont pas, il y a des conflits de logique qui peuvent opérer, mais que ça se règle, si on veut le régler démocratiquement, par une sanction démocratique qui s'appelle le vote, etc. Mais ça se règle aussi par la capacité de confrontation de ces intérêts et la reconnaissance de la complexité de cette société. Et le pacte du pouvoir de vivre, il a cette ambition-là aussi, en disant, mais oui, c'est complexe. Par exemple, la transition écologique, quand vous êtes dans une usine, ce qui m'arrive encore, c'était le cas mardi, d'automobile, bah oui, c'est compliqué quand vous êtes en face des collègues et des salariés de cette usine. Mais si vous ne le traitez pas concrètement, bah vous allez être dans le slogan. D'un côté, on aura ceux qui disent qu'il faut arrêter, évidemment, les véhicules thermiques, quoi, je suis d'accord, il faut, etc. Et qui vous diront il faut arrêter l'automobile, je l'ai aussi entendu, il ne faut plus du tout l'automobile, etc. C'est un peu de méconnaissance de certains territoires quand même. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez ces salariés qui disent mais excusez-nous, on est là, on fait quoi? Ben, si ça, vous ne plongez pas dans le concret pour savoir comment vous le gérez, parce que c'est absolument nécessaire de s'inscrire dans cette transition écologique, en ayant l'ambition de laisser personne au bord de la route, ça veut dire qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Et on peut les mettre que si on y arrive avec des points de vue différents. Si vous restez dans votre zone de confort, moi si je reste dans ma zone de confort de syndicaliste, je dis attendez, il y a les travailleurs, préservation de l'emploi, préservation, etc. Et vous n'avancez pas. Si vous vous confrontez à d'autres qui ont un angle d'attaque qui est différent, les organisations écolo, par exemple, avec lesquelles on travaille dans le pacte du pouvoir de vivre, bah vous dites OK, on travaille et on met les mains dans le cambouis, ce qu'on vient de faire avec un rapport sur l'automobile. Sur la question de la pauvreté, c'est pareil. Moi, j'ai été très bousculé en interne. Quand vous avez un secrétaire général d'une organisation syndicale qui parle beaucoup de pauvreté, je ne crois pas être le dernier à m'être investi sur ces questions-là. Il y a certains qui disent oui, mais enfin, voilà, vous savez, ce fameux débat des classes moyennes, de ceux qui ne sont pas forcément en situation de pauvreté, etc. Mais parce qu'on a un apport et on a besoin de travailler avec les organisations qui luttent contre la pauvreté. Et c'est pareil sur les organisations démocratiques qui portent une vision démocratique de se faire confronter. Et donc, moi, je crois que c'est le pacte du pouvoir de vivre, il faut le voir comme une espèce d'alliance, une grosse alliance, et qui veut peser. Et je suis d'accord, Louis. Mais moi, c'est pas mon boulot de restaurer Est-ce que c'est pas une alliance nécessaire pour répondre un petit peu du fait que le gouvernement a très peu utilisé les corps intermédiaires depuis le début de son quinquennat, les a même carrément ignorés. Donc est-ce que le fait c'est de se dire on est plus fort en se rassemblant et en étant plus nombreux sur quelques axes forts, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? En fait, l'idée, c'est de dire, vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a des gens, des personnes, des citoyens qui, depuis des années, pour certains, militent dans des associations de façon assez, ou des organisations, voilà, et qui portent des idées que vous ne voulez pas entendre suffisamment parce que vous considérez que tout ça est un peu has-been, mais du coup, on va s'adresser directement aux citoyens. Vous savez, moi, je suis frappé d'un élément, au moment de la restitution du grand débat, c'est lorsque est affiché un slide en disant il y a en fait, les Français trouvent qu'il y a trop d'impôts. Et quand vous regardez ce qui s'est dit, vous creusez un peu ce que j'ai fait, ils trouvent qu'il y a mal d'impôts. C'est pas pareil. Et donc, si on se laisse simplement
à être une caisse de résonance de ce qui s'est dit. Enfin, moi, je suis désolé, je ne veux pas être dans un pays qui est guidé par l'opinion. Ça peut paraître bizarre pour un syndicaliste, je veux être dans un pays qui réfléchit, qui confronte, qui construit du compromis. Parce que si c'est l'opinion qu'on effleure comme ça pour savoir ce qu'il faut faire dans la vie, enfin, conduire comme politique publique, moi, je suis assez inquiet. Et donc, à ce moment-là, ma conviction a été faite qu'il fallait qu'on intervienne davantage. Et intervenir, c'est vrai, il y a une limite. Et il faut toujours savoir dans ce qu'on fait ce que sont les difficultés ou les limites qu'il ne faut pas franchir. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on franchisse la limite d'un projet politique au sens présentation-élection. Mais il ne faut pas non plus que les partis politiques soient dans une logique de récupération sans assimiler vraiment ce que cette société civile, des millions de personnes, vous l'avez dit, portent ensemble. Et encore une fois, on n'est pas tous d'accord tout le temps sur tout. Mais on fait vivre la démocratie, y compris des fois à l'intérieur du pacte. Justement, on va circuler la parole. Je voulais donner la parole à Karima Delli. Quand vous voyez des syndicats qui intègrent aujourd'hui, des syndicats qui ont été pendant très longtemps dans l'histoire plutôt productiviste, intégrer la notion environnementale et sur la refonte du modèle productif, est-ce que, après je vous donnerai la parole Maxime, est-ce que ça vous interpelle? Le micro. On m'entend? Bien. Bonjour à tous. Parfaitement bien. Moi, je suis très contente d'être là, parce qu'au fait, moi, il y a encore quelques années, jamais dans mon inconscient, je pensais être à côté d'un Louis Gallois, d'un Laurent Berger, etc. Et au fait, c'est ça le pacte civique. Ce sont des hommes et des femmes qui convergent. On n'a pas forcément la même vision de tout, mais on a une volonté de dire qu'un nouveau projet collectif peut émerger. Et c'est ça la force pour moi. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, c'est de la créativité humaine, mais en même temps de montrer à quel point dans un moment où c'est dur, parce que tout est dur, il y a le rapport du GIEC qui nous dit qu'il y a des urgences, les inégalités sociales explosent, on ne comprend pas bien aujourd'hui quels sont les nouveaux outils de la démocratie pour s'exprimer, et en même temps, il y a ça, c'est-à-dire ce mouvement qui quelque part galvanise et donne de l'énergie parce que vous nous faites réfléchir, parce que vous bousculez les codes, et heureusement. Et heureusement. Et donc, vous bousculez les codes parce que c'est pas seulement réfléchir et se faire plaisir. Et les deux intervenants tout à l'heure ont été extraordinaires parce qu'ils disent des choses très vraies, mais les solutions, en fait, elles existent, elles sont là. La véritable volonté, c'est comment on fait que ce soit faisable, plus à l'échelle micro, mais à l'échelle macro. Donc ça, c'est une grande idée. Mais que notre devoir aujourd'hui, c'est de mettre en ébullition votre projet, mais qu'il soit accessible, et ce sera notre plus belle victoire de tous, à tout le monde, et notamment les classes populaires et les classes les plus précaires. Parce qu'il y a des mots, vous savez, qu'on utilise, et 3/4. Alors moi, j'ai un laboratoire personnel. Moi, je suis la 9e de 13 enfants dont le père est ouvrier, et des parents qui ne savent pas lire ni écrire. Donc, c'est le plus beau laboratoire de la vie. Si on dit sobriété, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit transition écologique, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, je suis d'accord avec Laurent Berger, il faut partir du concret, de la vie quotidienne des gens. Et la vie quotidienne des gens, c'est pas très très compliqué. C'est vraiment de montrer à quel point les expériences des uns et des autres, elles sont faites sur un terrain qui n'est pas propice aujourd'hui à véritablement la complexité. Le monde est complexe, la transition est complexe, oui. Mais on en est là parce qu'on a pris trop de retard, on a traîné la patte. Donc maintenant, avec votre projet collectif, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'on n'a plus le temps. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du GIEC, et les phénomènes sont là. Alors moi, quand vous me posez la question, mais alors, Madame Delli, vous qui êtes écolo, comment vous voyez le fait que des syndicats travaillent avec nous? Je vais vous dire une chose, merci d'être là. Et je vais vous donner un exemple très concret. Alors déjà, je pense qu'il y a des mots, tout à l'heure je dis sobriété, chez moi dans le Nord, on dit arrête de gâcher. En fait, c'est la même chose, hein. Vous voyez? Et dans le lien avec la
Laurent Berger, je vais rentrer dans l'industrie. Alors, Louis Gallois, ne criez pas tout de suite. Il a un micro, hein. Mais vous savez, moi, j'étais au cœur de l'affaire du Dieselgate. Et dans l'affaire du Dieselgate, OK, il y a eu des fraudes, etc. Mais tout de suite, j'ai tendu la main à des ONG, aux organisations syndicales, aux constructeurs automobiles. Je les ai mis autour de la table en disant, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir des énergies fossiles. Et donc, j'ai mis en place pour la première fois une convention, et là, elle apparaît en France début novembre, ce sera les premières assises de la transformation de l'industrie automobile, parce que oui, ça va faire mal, mais il faut anticiper, parce Alors, que... Oui. Ça va faire mal, mais comment permettre une acceptabilité du citoyen face à ces mesures qui vont faire mal? Vous le dites vous-même. Quand je dis ça va faire mal, parce qu'on a pris trop de retard. Vous savez, moi, ça fait quand même 6 ans que je tire la sonnette d'alarme, alors que les syndicats avaient déjà commencé à tirer la sonnette en disant il faut anticiper sur quel type de politique industrielle demain. Et c'est là où on a pris un retard incroyable, par exemple sur la formation de nos salariés sur quel type de mix énergétique. Par exemple, une des grandes propositions, c'est de mettre en place le compte personnel de formation qui soit dédié à des filières de demain. Mais encore faut-il créer les filières. Par exemple, je prends alors, le débat en ce moment en Europe, c'est la voiture électrique. Vous voyez, ça c'est le grand truc. Sauf que la voiture électrique me demande de faire une politique d'économie circulaire, comment je recycle ces batteries, comment je recycle l'ensemble d'une voiture, comment je fais des infrastructures et la capacité que nous avons. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a des salariés qui ont des savoir-faire. Pas encore les réponses. Vous parlez du recyclage des batteries. Vous viendrez le 1er novembre aux assises dans le Nord. Mais bien sûr qu'on a les réponses. La véritable question, c'est comment on investit. Et là aussi, ça devient très important. Nous ne pouvons plus investir comme nous l'avons fait. Il faut mettre des conditionnalités, une conditionnalité sociale, parce qu'on ne peut pas laisser au bord de la route des salariés avec notamment, et moi je le vois chez moi dans le Nord, avec notamment des entreprises qui se délocalisent, où la concurrence du dumping social est terrible, et en même temps, voir des territoires mourir. Un territoire qui meurt, ce n'est pas possible parce que c'est des drames humains. Vous voyez? Donc il y a des solutions. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Encore faut-il avoir du courage politique de dire c'est maintenant qu'il faut prendre le virage. Le virage, c'est de dire dans quel type de monde nous allons vivre demain. Alors ça va prendre du temps. Moi, je suis pour une écologie pas... parce que maintenant, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Je ne vais pas vous demander qui vous choisissez pour le deuxième tour de la primaire. Non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut montrer que l'écologie, au fait, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour nous, donc en termes de sens, mais c'est gagnant aussi pour la planète. Et je termine par le débat de la taxe carbone, parce que Laurent Berger, vous l'avez très... je peux dire tu. Oui. Laurent Berger, il l'a dit, au fait, lorsqu'on parle de taxes, le problème en France, qui n'existe pas forcément dans les autres pays européens, c'est qu'on n'explique pas à quoi ça sert. Vous voyez, là, la taxe carbone, la manière dont elle est arrivée, on avait l'impression qu'elle était totalement injuste. Et elle est injuste telle qu'elle est. Parce que taxer les automobilistes, et notamment les plus précaires, s'il n'y a pas d'alternative, ben ça ne marchera pas. Et ensuite, il y a une fiscalité à double vitesse. Lorsque vous regardez, on a tout ce débat au niveau européen en ce moment, parce qu'on a ce qu'on appelle un Green Deal, mais quand vous regardez une taxe qui s'appelle, évidemment, la taxe kérosène, qui n'existe pas, qui est un peu un paradis fiscal, et que l'automobiliste, lui, doit payer, on se dit, mais pourquoi? Et donc, c'est là le courage politique, de dire, on va faire une taxe kérosène, mais avec ces ressources, eh bien, il faudra aider les plus pauvres dans la mobilité. Et là, ça devient intelligent, vous voyez.
Alors, je voulais me tourner vers Maxime, mais Hugues Sibylle, vous vouliez intervenir, puis après j'irai vers Claire sur les problématiques de citoyenneté dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on soit sur le mode un peu table ronde, juste une réaction. D'abord, moi, je soutiens très vivement l'engagement de la CFDT en tant que syndicat dans quelque chose de plus large que qui s'appelle le Pacte du pouvoir vivre. On en est membre. Et je crois que justement, compte tenu de la taille des problèmes aujourd'hui, le fait que organisation syndicale, organisation de la société civile travaillent ensemble, c'est absolument essentiel. La remarque que je veux faire, c'est qu'on parle depuis ce matin de démocratie politique et Laurent rajoute la question de démocratie sociale. Moi, si je suis là ce matin, je pense que c'est au titre de l'économie sociale et solidaire, c'est que je considère que la grande partie des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui viennent de l'économie et que ce qui m'intéresse, c'est aussi de démocratiser l'économie. Pas simplement de renouveler la façon dont on nomme des représentants qui ensuite vont réguler l'économie, mais que les citoyens aient du pouvoir direct sur l'économie. Ça, c'est les fondements même de l'économie sociale et solidaire. Et c'est un combat qui, peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure, mais qu'il faut continuer à mener. Donc il n'y a pas que la démocratie politique et la démocratie sociale. Il y a aujourd'hui l'enjeu fondamental de prendre du pouvoir sur l'économie. À titre personnel, j'ai été très choqué par la façon dont les choses se sont passées chez Danone. Je veux dire, c'est une très belle entreprise, Danone. Le fait qu'on puisse virer un dirigeant en 5 minutes parce que 3% des actionnaires décident que les dividendes remis aux actionnaires sont pas suffisants, c'est ça qui nous mène dans le mur. Et la sobriété, c'est pas simplement une sobriété de Monsieur Durand, c'est une sobriété des dividendes. C'est en finir avec l'hubris financière. Et ça, je vous dis, ce matin, je suis venu pour ça, l'économie sociale et solidaire, qui est encore à la marge, eh bien, c'est un projet d'avenir pour démocratiser l'économie. Alors justement, l'économie sociale et solidaire, on a fait un sondage à propos de la sobriété qu'on dévoilera cet après-midi. Il apparaît que seulement 10% des Français savent ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, et 20% en ce qui concerne les Parisiens. Comment vous expliquez ce déficit de notoriété de votre concept qui est très louable et qui est au cœur de toutes les problématiques dont on a parlé, mais peu connu des Français? Oui, mais donc d'abord, ça progresse, mais c'est pas ça l'essentiel. Oui. Si vous voulez, pour moi, l'essentiel n'est pas une bataille de la communication. C'est une bataille des idées. Mon problème, c'est moins qu'on soit qu'à 10 ou 20%, comme vous le dites, c'est que nous n'avons pas gagné la bataille des idées. Par exemple, le labo de l'ESS a fait des travaux avec les économistes, en demandant aux grands économistes qu'on voit tous les soirs sur les plateaux de télé, est-ce que vous connaissez l'économie sociale et solidaire, et est-ce que vous en pensez? Soit ils ne connaissaient pas, soit ils pensaient que c'était un truc pour les marginaux, post-68 art, mal recyclés. Donc, et je dis à Laurent, autant tu m'as entendu tout à l'heure dire « Vive la CFDT », qui dans sa tradition est dans le combat de société, autant je dis à la CFDT « Soutenez l'économie sociale et solidaire », c'est-à-dire que aussi on a besoin du mouvement social, du mouvement syndical pour faire avancer cette idée de la démocratie économique. Et donc, c'est une bataille des idées qui est à conduire. Elle n'est absolument pas gagnée aujourd'hui, c'est vrai. Bon, elle est compliquée parce que aussi on est sur des échelles internationales, mais elle vient. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de régulation publique. Et effectivement, il ne faut pas lâcher le terrain de ça. Je ne suis pas en train de dire l'économie sociale va régler tous les problèmes, on n'a plus besoin de régulation publique. Je dis oui, il en faut. Deuxièmement, il faut qu'elle soit différente, c'est-à-dire qu'elle travaille mieux avec un certain nombre de structures. Et ça, on pourra en parler parce que sur le terrain, ce que je constate, c'est que les élus, que j'entends pas au niveau national sur l'économie sociale, par contre, quand ils sont maires ou présidents de région, alors là, ils sont présents et l'économie sociale les intéresse. Donc, pourquoi est-ce que ça s'arrête quand on passe à l'échelle nationale? Il y a quand même un petit problème. Donc, il faut arriver à créer un mouvement d'idées, un mouvement d'opinion, je suis d'accord, pour dire comment on change l'économie. Comment on change l'économie? Et on ne change pas l'économie simplement avec plus de régulation publique, comme nos économistes restent divisés. C'est-à-dire, en gros, il y a les libéraux d'un côté qui disent « laissez faire le marché », et de l'autre, les économistes de gauche qui disent il faut plus de taxes, plus d'interventions, etc. Moi, je me situe sur autre chose qui est une tradition du citoyen qui a le pouvoir sur l'économie en tant que producteur, en tant que consommateur, en tant qu'épargnant. Et c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ça qui est fantastique. C'est ces coopératives qui se créent aujourd'hui. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent prendre du pouvoir sur ce qui les concerne, les circuits courts, c'est ça. Ils veulent prendre du pouvoir sur leur alimentation. Donc c'est un mouvement de fond. C'est pas un mouvement d'opinion, c'est un mouvement de la société sur elle-même, mais qui n'arrive pas à se traduire au plan politique. Vous avez parfaitement fait une transition vers Maxime, deux choses. Je vous ai vu opiner du chef quand il a parlé de la rupture entre le national et le local. Et les circuits courts, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et je voulais vous entendre aussi sur dont parlait Laurent Berger, cette refonte de l'appareil productif. Merci beaucoup.
Ouais, et puis je souris aussi sur les coopératives qui Oui. essaient de reprendre le pouvoir. Moi, ça fait 7 ans que je prends plus l'avion. J'ai une femme brésilienne, c'est un peu compliqué du coup d'aller voir la famille. Et j'ai décidé de lancer une coopérative de transport de passagers à la voile. Et on lance ça. Et là, on lance les premières traversées vers la Corse dans 3 semaines. Et on fait Brest-New York, La Rochelle-Rio l'année prochaine. Donc si vous voulez venir passer un mois en mer et voyager différemment, ben voilà, on se réapproprie l'économie. Et il y a quelques années, je travaillais, on s'était rencontré avec Monsieur Sibyl sur la réappropriation de la finance. J'ai monté Bluebees, donc une plateforme de financement participatif pour financer l'agroécologie, justement, donc la refonte de l'appareil de production. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que aujourd'hui, l'agriculture fait n'importe quoi. Hein, elle détruit la biodiversité, le climat, les sols, la qualité de l'eau, la santé. Et si à la limite, avec des syndicalistes on va parler, si à la limite elle créait de l'emploi, on pourrait défendre le modèle, on pourrait faire ce chantage-là en disant bon, ok, ça défonce l'environnement, mais au moins ça crée de l'emploi. Et c'est pas le cas, elle a détruit 80% des emplois en 50 ans. Donc c'est juste absurde. Et aujourd'hui, la manière, enfin, contrairement au secteur automobile pour lequel on peut imaginer évidemment qu'il y a des solutions, mais c'est quand même compliqué. Hein. L'électrique, enfin, on va arriver sur l'hydrogène, et ça reste des ressources. Enfin, juste, moi, il y a un truc qui me choque, c'est que les gens ne réalisent pas 2,7 degrés, ils ne savent pas ce que c'est, 2,7 degrés. C'est très abstrait, puis on se dit que 2,7 degrés, notre corps peut supporter 2,7 degrés, donc le débat s'arrête là. Alors, ouais, d'accord. 37. Il y a plein de gens qui disent ça. Notre corps, il est à 37 degrés. Oui. À 39,7, il supporte moins quand même. Hein. Et c'est ça ça qu'il qu'il faut corps, comprendre. mais je parlais de l'environnement. Ouais, mais ce serait bien que les gens comprennent que c'est ça dont il s'agit. Et une autre chose là, par rapport aux voitures et continuer à extraire des ressources, juste un chiffre incroyable. Entre 1998 et 2018, l'homme a extrait autant de ressources du sous-sol que l'humanité dans son ensemble avant 1998. On n'est pas en train de vivre un petit truc, quoi. On est en train de vivre une accélération sans précédent. On peut le faire aussi, on peut faire le parallèle sur la biodiversité avec 60% des espèces sauvages qui ont disparu en 40 ans. Est-ce qu'il est déjà tard, comme dirait Karim Adeli ? Bien sûr. Enfin, il est trop tard ? Non, mais trop tard. Trop tard pourquoi ? Il restera sans doute... d'après moi, je me souviens d'un moment où il y a 10 ans, j'ai rencontré Jean Covici dans le métro et on a raté tous les deux notre train parce qu'on s'est retrouvés sur le quai du métro à Montparnasse à parler et on se disait, mais d'après toi, il va se passer quoi ? Et moi, je disais, à mon avis, en 2100, il reste moins d'1 milliard d'humains. Mais alors, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est trop tard pour sauver la civilisation humaine ? Non, je pense pas. Est-ce que c'est trop tard pour sauver la planète ? Non plus, elle s'en sortira. Moi, j'adore un truc, c'est que les gens doivent réaliser, essayer d'objectiver les choses. Et hier, le débat complètement surréaliste où on dit qu'on est en djihad. Enfin, bref, c'est fou. Ce que l'opinion, là, ce qu'on est en train d'envoyer sur les médias et le glissement qui est en train de se faire par rapport aux choses essentielles. Enfin, faut juste se rendre compte de ce qu'on est, quoi. Si 1 milliard d'années, c'est 1 kilomètre, la Terre, elle a 4,5 km d'existence. C'est ce qui sépare l'arc de triomphe de l'arche de la Défense. L'Homo sapiens est apparu il y a 20 cm. Donc c'est la chaussure éclatée contre l'arche de la Défense. Et on a découvert le pétrole il y a 0,15 mm. Savoir si le pétrole il va durer encore 100 ans ou 200 ans, on s'en fout. Parce qu'en fait, ça va être 0,3 mm au final. On est un accident. Si jamais on continue à produire comme on le fait, on est un accident. Sur l'agriculture, pour revenir à ce sujet. En 1940, avec 1 calorie d'énergie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. D'accord ? Donc on était vachement efficace. On convertissait un petit peu de pétrole ou de gaz ou de charbon en beaucoup de calories alimentaires. Maintenant, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Genre, c'est une insulte à l'intelligence humaine, surtout pour une société qui se dit développée, que d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents sur un truc aussi essentiel que la nourriture, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il restera des voitures dans 50 ans. En tout cas, je suis sûr qu'on aura toujours besoin de se nourrir. Et comme le dit Olivier de Schutter, on aura toujours besoin de se déplacer. Ouais, enfin, on se déplacera différemment et on s'est toujours déplacé. Enfin, les populations ne se sont jamais autant déplacées qu'il y a 10 000 ans. Enfin, on était nomades à l'époque, on y arrivait. Mais là, enfin, il y a un gros enjeu et contrairement à pas mal de sujets sur lesquels il faut un mix de solutions et où on dit qu'il n'y a pas une solution unique, Olivier de Schutter, je prends sa phrase, c'est le rapporteur de la FAO auprès de l'ONU, qui a dit « l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule, c'est la seule ». C'est-à-dire que si on continue à produire en bouffant de l'énergie, en fait, c'est une fuite en avant. Or, l'agroécologie se trouve être, enfin l'agriculture se trouve être le seul secteur qui permet de compenser
je suis désolé pour ce terme qui est un peu mis à débat, mais qui permet de compenser toutes les émissions et tous les dégâts causés par les autres. Et en fait, on est dans un système où en fait, l'agriculture aujourd'hui émet 24% des gaz à effet de serre, où elle défonce la santé des gens, alors qu'elle pourrait au contraire aider à économiser des dépenses de santé, puisque les gens pourraient bien manger. Enfin bref. Et donc, il y a un vrai enjeu pour le faire. Et est-ce que les agriculteurs sont prêts à le faire? Parce que c'est une question aussi, parce que les consommateurs, on le voit, il y a 20% d'augmentation de la demande en bio local par an. Donc, le facteur limitant n'est pas le citoyen, le consommateur. Il y a seulement 10% d'augmentation de l'offre par an en local en France. Donc, on est en train de s'éloigner de notre résilience et de notre autonomie. Et pourquoi est-ce que les agriculteurs ne suivent pas? Parce que c'est le modèle économique, comme disait M. Sibyl. En fait, on compte mal les choses parce qu'on compte que le PIB. Et aujourd'hui, Justin Bridou, ils arrivent à être rentables parce qu'ils foutent des algues vertes qui nous font payer à nos impôts à tous, dont ils font payer à nos impôts à tous la réparation. C'est pas que ça qui empêche les agriculteurs d'aller massivement vers cette transformation. Il y a d'autres blocages. Si demain ils gagnaient plus, soyez assurés qu'ils iraient. Si on faisait, moi, ça fait plusieurs années que j'essaie de mettre en place, de pousser le paiement pour services écosystémiques et la comptabilité en triple capital. Si demain un agriculteur il sait qu'il gagne plus en replantant des haies, en produisant bio, en vendant localement et en étant autonome sur sa ferme pour produire tous les intrants dont il a besoin, il y va, il n'y a aucun souci. En plus, là, il y a un vrai sujet parce qu'il y a les hors-sol, bobos, etc., qui sont en train de pousser. Donc, il y a un clivage, comme dans tellement de sujets sur notre société, il y a un clivage qui est en train de une polarisation qui est en train de se faire entre les agriculteurs qui ont le savoir et la connaissance de la terre d'un côté et les autres qui font des injonctions idéologiques, etc. En fait, il faut se mettre un peu de fraternité, vous voudrez dire? Clairement, il faut se réconcilier là-dessus. Et un projet que je porte, c'est autour de l'agroforesterie. Et je pense que les citoyens sont tous prêts à planter des arbres et sont tous prêts à mettre un petit peu de leur temps pour faire la transition. Alors, pas tous, mais une grande partie. Et que autour de l'arbre, notamment, et autour du vivant, il y a quelque chose à recréer. Et je pense que c'est l'étape suivante, c'est autour du vivant, en tout cas sur le domaine agricole et de la terre. On parlait tout à l'heure de la pauvreté, du fait qu'il y aurait des dégâts dans la transformation et la refonte de l'appareil productif. Donc, j'ai envie de me tourner vers vous, Claire Hédon. La pauvreté, c'est un peu... votre sujet, en tout cas l'aide aux plus défavorisés, aux plus Mon sujet, c'est fragiles. la défense des droits maintenant. Voilà. Allez-y, je vous laisse. Non, d'abord, je voudrais réagir. Oui, parce que je vous ai vu opiner sur ce que disait Maxime. Sur les questions de réchauffement climatique, juste sur l'importance de réfléchir la lutte contre le réchauffement climatique avec la lutte contre la pauvreté. Tout le monde est d'accord pour dire que l'impact du réchauffement climatique sera plus fort sur les populations précaires. Ce qu'on sait moins, c'est que les décisions qui sont prises pour lutter contre le réchauffement climatique peuvent se retourner contre les plus pauvres si elles ne sont pas réfléchies ensemble. Et un exemple, alors on a eu évidemment l'exemple de la taxe carbone, mais si on réfléchit en ce moment à la construction du Grand Paris, l'arrivée du métro dans les banlieues éloignées, rénovation du quartier, rénovation des logements, augmentation des loyers, exclusion des plus pauvres encore plus loin. Si on ne réfléchit pas les deux ensemble, on n'y arrivera pas. Et réfléchir les deux ensemble, c'est réfléchir avec les personnes concernées. Ça continue. Je peux vous dire, au poste où je suis aujourd'hui, je vois une autre administration qui cherche à bien faire, qui a un grand sens du service public, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais réfléchir avec les personnes qui sont concernées, quand on fait, je vous donne un exemple, un état des lieux des aires d'accueil des gens du voyage, et que l'administration fait ça sans demander aux associations qu'est-ce qu'elles en pensent, quelle est la qualité des aires d'accueil, je pense que ce n'est plus possible parce qu'on prend du coup des décisions, on fait des rapports qui ne sont pas incarnés dans ce que vivent les personnes. Et je suis désolée, c'est pas moi qui peux vous faire un état des lieux de la qualité des aires d'accueil, je ne vis pas sur les aires d'accueil. Ça veut dire que les gens qui prennent les décisions ne prennent pas le temps de consulter le terrain. On parlait tout à l'heure de la fracture entre le national et le local. Je pense que c'est à tous les niveaux. Je suis désolée, mais moi je pense que l'intérêt du pacte du pouvoir de vivre, c'est bien de donner la parole à des personnes d'origine et de lieux différents qui parlent de points de vue différents et de confronter. Et c'est bien ça aussi la participation. Je vous dis juste ce que je vois, c'est qu'on arrivera à faire bouger dans ce domaine si on prend en compte la parole et ce que vivent les personnes. Et puis, effectivement, moi, aujourd'hui où je suis, mais c'était déjà ce que je répétais avant, hein, la pauvreté, c'est pas simplement un manque de revenus financiers, ça l'est aussi, hein, parce qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit quand on n'a pas le minimum vital. Mais la réalité, c'est que c'est un non-accès aux droits. Un non-accès aux droits, que sont le droit au travail, le droit au logement, que sont le droit à une éducation de qualité. Est-ce qu'on peut se pencher aujourd'hui sur la réalité du droit à l'éducation en France quand on a 100 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire? Est-ce que notre droit à l'éducation, il est réel et il est appliqué?
Et ce que j'observe où je suis, on a à peu près, aux défenseurs des droits, 100 000 réclamations par an. Ces réclamations, sur les 3/4, sont des difficultés des usagers de services publics. La dématérialisation des services publics, qui fait que pour remplir un dossier, vous devez tout faire sur Internet, qu'on vous envoie des convocations par mail, des convocations par exemple de Pôle emploi, de gens qui ne lisent pas forcément leur mail parce qu'ils n'ont pas forcément Internet chez eux, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, parce qu'ils sont en difficulté de lecture et d'écriture. Les 100 000 jeunes dont je vous parlais qui sortent sans aucune qualification du système scolaire, au bout de 5-6 ans, ils sont en très grande difficulté de lecture et d'écriture, et c'est cela qui alimente aussi l'illettrisme. Et comment on lutte contre cet illectronisme? Alors, ce que j'observe, moi, d'où je suis, c'est des atteintes aux droits des usagers de services publics qui n'arrivent plus. Ce que nous disent, on a 550 délégués territoriaux qui sont, je dirais, la porte d'entrée dans l'institution, qui assurent des permanences dans lesquelles les personnes viennent les voir parce qu'ils ont des réclamations qui rentrent dans notre champ de compétences. Les personnes n'ont plus de réponse des services publics, n'arrivent plus. Mais quand je vous parle de ça, je vous parle aussi bien droit des étrangers en préfecture que carte grise en préfecture, que permis à point. Je vous parle aussi faire valoir ses droits à la retraite, RSA, APL, c'est tout confondu, ça peut concerner quand même beaucoup de gens. Et ils n'y arrivent plus. Ils ont en face d'eux, nos délégués territoriaux, des réclamants qui sont épuisés, énervés, en colère. Ça, ce sont des atteintes fondamentales à notre démocratie. C'est ça qui mine la confiance dans notre République et dans notre démocratie. Quand je vois autant de monde qui a du mal à accéder aux services publics, je fais tout à fait un lien avec l'abstention. Comment je fais, à quoi ça sert de voter si sur la base de ce que je demande aux services publics, qui est un droit, on ne me respecte pas, on ne m'entend pas. Et ça c'est un premier point, difficulté d'accès aux services publics. Après, c'est un second point sur lequel je voudrais alerter, c'est que la lutte contre la fraude, qui est très bien, c'est tout à fait normal de lutter contre la fraude. Mais il y a un moment où cette lutte contre la fraude, elle crée du non-recours à des aides sociales et elle atteint justement ceux qui sont le plus éloignés du droit. Sachez qu'a été considéré comme de la fraude et des indus au RSA une personne qui a vendu sa voiture, alors que ce n'est pas considéré comme un revenu, qui a vendu ses habits. Et vous vous rendez compte, et on déduit d'autant le RSA parce qu'elle a eu des revenus. Enfin, vous voyez l'indécence, et on considère que c'est de la fraude. On est dans un non-accès aux droits des personnes de façon très basique qui ne fait que créer de la défiance. Et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, qui m'a d'ailleurs toujours inquiété, mais que je vois de façon encore plus cruciale au poste où je suis aujourd'hui. L'accès aux services publics, le mouvement est plutôt à une désertification des services publics dans les territoires. Ça coûte beaucoup d'argent de remettre des services publics. Il y a même des quartiers où on les enlève parce que la tension est extrême. Je pense à une récente actualité. Comment on fait pour remettre du service public au plus près du citoyen? Moi, je pense que ça coûte très cher de ne pas avoir accès aux services publics. Ça coûte plus cher de ne pas avoir accès? Moi, je pense que ça coûte beaucoup plus cher de ne pas y avoir accès. Mais sur le long terme, on parle beaucoup en termes de sentiment d'exclusion, de non-participation à notre démocratie, de défiance envers la démocratie. Je pense que ça peut nous coûter très cher de ne pas avoir accès aux services publics. Et on parle toujours des territoires ruraux. Il faut savoir aussi que dans les quartiers politiques de la ville, on a les mêmes phénomènes de désertification des services publics et de difficultés d'accès aux services publics. Quand Laurent parlait tout à l'heure des difficultés d'accès aux soins, enfin, le droit d'accéder aux soins fait partie de nos droits fondamentaux. Et ça, si on ne peut plus accéder à ces services publics, le service public de la santé est un service public essentiel comme celui de l'éducation. Laurent Berger, plus de services publics, plus de fonctionnaires? Mais la question, attendez, excusez-moi, mais la question, elle n'est pas plus de fonctionnaires. La question, elle est où on met les fonctionnaires. Est-ce qu'on les met à l'accueil? Mais non, mais parce que, oui. Non, pitié, enfin, moi, le discours simpliste, mais les gens se poseront la question en ces termes, vous le savez très bien. On a besoin, d'abord, si vous voulez, enfin, en termes de santé, excusez-moi, mais la santé privée coûte beaucoup plus cher que la santé publique. Vous savez que des gens se poseront... Les États-Unis, en termes de coûts de santé, sont délirants pour un non-accès à la santé. Donc la question, elle n'est pas ça. Mais vous savez que des gens poseront les problèmes en ces termes. Non, la question, elle est aussi où on met le fonctionnaire. Et on ne met plus le fonctionnaire au poste d'accueil. On ne peut plus voir quelqu'un physiquement, avoir quelqu'un au téléphone. Moi, la dématérialisation, honnêtement, c'est une grande chance. Ça permet de simplifier un grand nombre de démarches. Donc, la question n'est pas d'être contre ça. Et c'est une évidence. La question, elle est, il faut maintenir un accueil physique et téléphonique. Parce qu'on ne peut pas ne pas, à un moment, voir quelqu'un quand on a coché la mauvaise case. Parce que, du coup, moi, avec ces exemples quand même de participation, vous imaginez bien que quand on travaille sur ces questions, j'essaie aussi qu'on demande l'avis aux personnes concernées. Et pas plus tard qu'hier, j'étais justement en réunion
réunion avec tout un groupe d'usagers et de personnes en grande précarité sur leurs difficultés d'accès aux services publics. Et ce qu'ils disent, c'est exactement ça, c'est de ne voir personne et d'avoir terriblement peur sur un ordinateur de cocher la mauvaise case. Et ça, vous l'avez probablement tous testé. Oui. Vous cochez la mauvaise case, vous êtes mal parti sur la suite. C'est compliqué après. Laurent Berger? Non, mais enfin, vous savez, il faut. Un des problèmes, je crois, c'est la capacité à simplifier des débats qui sont qui sont complexes. Et moi, ce que je crains dans le débat public, c'est pas. Les citoyens sont très capables de comprendre tout un tas de nuances, de complexités, etc. Sauf qu'on résume les choses. Concernant les services publics, enfin, il faut juste se demander. On vient de traverser une épreuve, on en sort un peu. Collective, qui est celle du virus. Quels ont été les fondamentaux qui ont permis, moi vous l'avez dit, je suis président de la Confédération européenne des syndicats, je regarde aussi comment ça se passe ailleurs, quels sont les fondamentaux qui nous ont permis de tenir, d'une certaine manière? D'abord, un système de protection sociale qui a des trous dans la raquette, qu'on a comblé d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a eu un moment qui ne s'est pas vu, mais où beaucoup d'interactions pour dire, bah là, on n'arrive pas à prendre en charge telle personne, etc. Un système de protection sociale. On a aussi eu des services publics qui ont tenu la marée. Malgré des difficultés. Et est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de réformer et l'action publique et le système de protection sociale? Ben si, mais parce qu'il y a besoin de le faire, mais parce que justement les choses ont évolué. On n'est plus dans la même situation qu'on a connue au moment des Trente Glorieuses ou je sais quoi. Et en fait, ce qu'il faut intégrer, et c'est tout l'intérêt du livre que Pierre Rosanvallon vient d'écrire, c'est qu'en fait, on a intérêt à intégrer l'accompagnement des parcours de vie. C'est-à-dire que je crois que nos systèmes collectifs, ils ont intégré qu'on n'est pas tous pareils sur la ligne de départ, mais même quand on a tous imaginons qu'on ait tous les mêmes choses sur la ligne de départ, on n'est pas tous foutus pareil. Il y a des gens, moi j'en fais partie, qui dans leur parcours ont eu besoin d'un accompagnement spécifique, parce que plus fragiles, plus en difficulté, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont juste besoin d'un coup de pouce, etc. Et en fait, cette question de reconnaissance des singularités, d'accompagnement des parcours de vie, ces questions de capacité à agir sur sa propre situation. Les gens ne sont pas en attente qu'on fasse tout pour eux. De reconnaissance qu'ils ont aussi une capacité à agir, à intervenir, mais qu'ils ont besoin ici ou là, à des moments différents de leur vie, des fois en pensant qu'ils n'auraient pas eu besoin d'accompagnement, d'un coup de pouce, etc. C'est de cela dont il est question. Et ça veut dire que nos deux fondamentaux de notre modèle social, d'une certaine manière, notre pacte social, que sont les services publics, qui est quand même le premier élément de la réduction des inégalités, et une protection sociale, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas à évoluer. Et donc après, les questions d'effectifs, tout ça, c'est après. Ça veut sans doute qu'ils ont évolué, j'en suis intimement persuadé. Mais on voit bien qu'on est dans un pays où il faudrait poser les choses de façon caricaturale, ou alors il faudrait dire, de toute façon, il y a ça, et puis c'est le statu quo. Et moi, je trouve que, moi, mon engagement, il est justement, le statu quo, c'est pas une option. Dans cette période, c'est pas une option. Mais l'option, c'est pas non plus de considérer chacun pour sa gueule, et puis vaille qui vaille, on verra qui s'en sortira. Donc, on a besoin de recréer du commun, on a besoin de recréer de la préoccupation les uns à l'égard des autres, et c'est plus dur que de balancer des idioties sur les chaînes d'infos en continu. Je le dis, c'est ça qui est ma préoccupation. Et donc, il faudra qu'on soit en capacité de ne pas tomber dans le commentaire des idioties, mais d'être capable de mettre au bon endroit les débats fondamentaux et là, c'est maintenant. Et c'est ce que va faire aussi le pacte du pouvoir de vivre. Les idioties sur les chaînes info, ça a beaucoup fait réagir, mais je vais passer la parole à Louis Gallois qui voulait réagir. Je voudrais revenir sur la complexité d'un changement de mode de développement. Il se trouve que je m'intéresse par des hasards à l'élevage en France. Bon, la proportion de lait bio vendu en 2020 a baissé par rapport à 2019, et dans des proportions significatives. Pourquoi? À cause du pouvoir d'achat. Et donc la question du lait bio, elle est liée au pouvoir d'achat. Donc ça, c'est quand même une première remarque. La seconde qui touche toujours à l'élevage. Quand vous voyez des éleveurs, ils sont taraudés par un problème. C'est que leur troupeau émet du méthane. Et ce méthane, il a 4 fois l'effet de serre du CO2. Et maintenant, nous avons un problème, c'est que le cheptel français est un des plus gros émetteurs de méthane. Qu'est-ce qu'on dit à ces éleveurs? Qu'est-ce qu'on leur dit?
Parce que on n'est pas en train, ça on peut changer la voiture électrique, voiture thermique. Le moteur de la vache, c'est plus difficile à changer. Alors j'en viens maintenant à l'automobile, pour la complexité aussi. La complexité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des solutions. Le passage de la voiture thermique à la voiture électrique, je parle, peut-être que Laurent n'a pas les mêmes chiffres puisque vous avez travaillé sur l'automobile, mais ça va faire disparaître de l'ordre de 100 000 emplois et ça va en créer de l'ordre de 25 000. Donc on est sur une balance négative de 75 000 emplois. Je pense que cette bascule, on l'a faite déjà dans d'autres secteurs. Ça s'est fait parfois de manière brutale et extrêmement traumatisante. Fermeture des mines de charbon, effondrement de la sidérurgie. Est-ce qu'on est capable de préparer cela de telle manière que les salariés de l'automobile ne soient pas les victimes de cette évolution? Et ça pose un problème de formation, mais ça va poser un problème de mobilité aussi. Parce que les activités nouvelles qu'on va pouvoir créer, on ne va pas les créer là où il y avait les usines automobiles. Donc il va falloir que les gens acceptent de bouger. Et bouger, c'est très joli. En France, je me souviens d'un président de la République qui avait dit aux gens de Guéret, vous n'allez qu'à aller à Égletons, il y a du boulot à Égletons, à 150 km, alors qu'ils étaient propriétaires d'un petit pavillon à Guéret qui ne vaut plus rien, qui n'a aucune valeur marchande, alors que s'il s'installe à Égletons, il faudrait qu'il se loge. Donc je crois que ces problèmes de mobilité, il va falloir les prendre à bras-le-corps. Il n'y a pas que la formation. Ça, c'est la complexité du changement de modèle. Et moi, je pense qu'on ne pourra pas aborder cette complexité dans une économie en décroissance. On ne pourra l'aborder que dans une économie en croissance, parce qu'il va falloir mettre de la fluidité sur le marché du travail, parce qu'il va falloir financer les énormes investissements d'une économie gaspilleuse à une économie éco-responsable. Et tout cela, c'est de la croissance monétaire. Parce que j'entends dire, bien sûr, on va faire de la croissance, mais ça ne sera plus la croissance monétaire. Il va falloir du pognon. Il va falloir du pognon pour financer tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait de la création de richesse. Et pour qu'il y ait de la création de richesse, il faut de la croissance. Et moi, je pense que si nous ne faisons pas attention et que nous orientons vers un modèle qui serait un modèle qui, peu ou prou, irait vers la décroissance, on va créer des inégalités qu'on aura énormément de mal à résoudre, sauf à être très coercitif. Et deuxièmement, on ne financera pas. On ne pourra pas apporter la fluidité nécessaire et l'argent nécessaire pour financer la transition vers un nouveau modèle de développement. Alors, il y a deux questions. Laurent Berger, vous vouliez répondre sur l'automobile, et puis après, je me tournerai vers Karima et Maxime sur la décroissance. Je suis sur l'automobile. Nous, on vient de faire une étude, notre fédération de la métallurgie, donc, avec FNH, qui montre très bien ce qu'il dit. C'est ce que dit Louis. Il y a un solde négatif en emploi. Mais moi, je suis désolé, je préfère le dire, je préfère l'assumer, je préfère aller à Douai, comme cette semaine, le dire devant les salariés, plutôt que de raconter des bêtises. En disant, comment on fait pour la suite? Justement, là j'ai un point de nuance et je vais le dire, mais notre étude, elle démontre aussi que parce qu'on accélérera la transformation du modèle fondé sur le modèle thermique, sur la voiture thermique, on fera moins d'impact sur l'emploi que si on laisse le truc faire de lui-même. C'est-à-dire que la paresse, elle est plus coûteuse que le courage, en général. Pas au premier abord, mais en général, c'est comme ça. Non, juste là où... moi, je crois que, justement, un des combats à venir, c'est que là où on va supprimer les emplois, là, il faudra se battre pour recréer de l'activité. Parce que ce que vous dites sur la mobilité, c'est vrai. On a tout essayé sur la mobilité. Depuis les années 80, on a tout essayé sur la mobilité des salariés, des dispositifs d'incitation à la mobilité géographique, etc. Je ne parle pas de la mobilité professionnelle. Et nous, on a fait une enquête il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années maintenant, qui montrait que les salariés sont prêts à bouger de champ professionnel plus que de territoire. Parce que le territoire, c'est là où la solidarité amicale, familiale, c'est là où les questions immobilières jouent énormément, de logement jouent énormément. Et donc, la bataille qu'il faudra mener,
Et objectivement, dans un certain nombre de constructeurs, c'est aussi cette bataille-là, enfin, c'est aussi ce pari-là qui vient d'être fait dans certaines évolutions qui sont en train de se faire ou dans certaines entreprises qui bougent. Il faudra le faire en ayant une logique territoriale. Et là où on rejoint des problématiques du pacte civique, c'est les logiques démocratiques. C'est les logiques de la démocratie, c'est pas l'exercice vertical de la responsabilité et des politiques publiques qui descendent, qui ruissellent. Ça ne peut pas marcher. Il faut faire confiance aux acteurs locaux, à l'initiative, à la créativité, etc., y compris lorsqu'on gère des ennuis. J'allais être plus vulgaire que ça. Même quand on gère des ennuis, l'impact de donner de la capacité à agir en accompagnant, en investissant, etc., dans les territoires, c'est fondamental. Mais concrètement, ça veut dire qu'on donne un cadre, une direction au niveau vous savez, national en ce et moment, les détails sont réglés sur le regardez ce plan qui se local. passe sur le territoire zéro chômeur. Il y a une idée géniale et il y a une application territoriale. Si aujourd'hui on nous parle de difficultés de recrutement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en gros, pour une part, c'est des sujets compétences, pour une part, c'est un sujet attractivité des métiers, etc. Mais si vous voulez résoudre la difficulté, notamment sur le sujet compétences, ben ça ne va pas se faire nationalement. On est incapable de dire il faut 10 000 machins là, 10 000 là, 5 000 là, 200 à tel endroit. Dans les territoires, il y a des élus, des associations, des organisations syndicales, des organisations patronales, des organisations économiques, etc. Donnons-leur la capacité à agir. Enfin, faisons-leur un peu plus confiance. Elles le font. Et quand je dis ça, donnons-leur en plus, parce qu'elles s'en saisissent. Mais il y a et pour ça, il y a besoin d'investissements qui sont parfois nationaux, européens. Il y a beaucoup de sujets dont on parle, hein, qu'on ait aussi des réponses européennes, mais à seule condition, c'est qu'on libère un peu la gestion de la complexité par beaucoup plus de monde que le fait que maintenant, puisque quand vous ne donnez pas la capacité à agir à des citoyens ou à des groupes organisés, ben, ils commentent. Et moi, franchement, des commentateurs, je trouve qu'on en a déjà beaucoup. Je préférerais un peu plus d'acteurs. Karima Delli, je voyais réagir sur la décroissance et sur le fait que le virage doit se faire, mais avec des moyens. Enfin, une croissance monétaire. Non, j'aime pas beaucoup ce débat sur la décroissance parce que moi, je connais plein de gens, parce que je suis sur le terrain aussi, j'ai beaucoup travaillé sur la pauvreté, qui sont déjà en décroissance. Elles n'ont plus rien. Vous voyez? Donc, je crois que ça, c'est pas cette question-là. Moi, je crois qu'il faut une croissance sélective. Et comme disait tout à l'heure Laurent Berger, j'aimerais qu'on ait plus de vrais services publics forts. Je voudrais plus, notamment, de filières qui soient avec un impact social et environnemental beaucoup plus fort, etc. Moi, ma véritable question, elle est de regarder en fait, les problèmes à la racine et d'arrêter de mettre des espèces de sparadrap. Et c'est ça notre problème. Alors, je prends le problème de l'agriculture parce que je connais un petit peu et je crois qu'on ne regarde pas assez ce qui se passe au niveau européen. Mais l'alimentation, c'est un droit. C'est un acte vital. Alors, on oublie surtout, c'est que c'est un vecteur de lien social, l'alimentation. Mais désormais, aujourd'hui, l'agriculture et l'alimentation, c'est devenu aussi des problématiques de nature très différente. Je suis dans un territoire qui s'appelle les Hauts-de-France. Nous avons le taux d'obésité, le taux notamment de diabète les plus forts, etc. Donc, ça a un impact direct sur la santé publique. Vous voyez, ça a un impact direct sur aussi les questions de lutte contre le gaspillage. Ça a un impact aussi direct sur quel type de modèle alimentaire. Est-ce qu'on va rester dans des modèles standardisés comme on a, etc. Ou est-ce qu'on va justement réguler? Et c'est là où c'est la double peine, notamment pour les plus pauvres. Parce que moi, le diabète et l'obésité coûtent 8 milliards d'euros par an à la Sécu. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. On nous dit qu'il faut de l'argent, mais prenons déjà ce qui nous coûte beaucoup et réparons à la base. Et donc, là, il y a des véritables politiques publiques. C'est est-ce qu'on va mettre en place une véritable politique d'une alimentation de qualité, saine, de proximité, à des prix socialement acceptable. Et c'est là où on rentre dans le dur du sujet. Premier sujet, c'est la PAC, au fait. La politique agricole commune. La France reçoit 9 milliards d'euros. La PAC telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est pas possible. C'est toujours les plus gros qui ont, et les petits qui, eux, sont dans un nouveau modèle, plutôt dans l'agroécologie, dans le bio, elles reçoivent rien.
Il n'y a pas un petit problème quelque part? Donc là aussi, on a besoin d'une voix française à l'échelle européenne qui tape du poing sur la table en disant « Moi, la nouvelle stratégie, alors qui s'appelle de la ferme à la fourchette, je vais la réorienter. » Vous voyez, on a besoin de ça. La deuxième chose, c'est nos agriculteurs, mais on en a besoin. Et tu l'as un petit peu dit. C'est quand même dingue qu'on ait 1,4% d'agriculteurs en France. Il y avait 7% il y a encore quelques années. Vous voyez, cette filière-là, on est en train de la perdre. Et là aussi, ça demande du courage politique. Moi, quand j'ai des traités de libre-échange qui arrivent au niveau de l'Union européenne, alors nous, les écolos, je peux vous dire, on se bat sur ça. Mais c'est une concurrence totalement déloyale. Je vois le traité du Mercosur, etc. On a tout pour bien faire en Europe et en France. Pourquoi, justement, on fait ces accords de libre-échange sans, notamment, les mêmes normes? Et là aussi, il y a du courage politique à avoir. Et une dernière chose qui est assez simple, c'est que si on veut que tout le monde ait une alimentation de qualité, il va falloir aussi se poser la question de la fiscalité. Et cette fiscalité, elle passe par la TVA. Et moi, je peux vous dire que, est-ce que c'est normal que des produits bio aient la même TVA que des produits non bio? Là, il y a un problème. Et ce débat de la TVA, eh ben, il se porte aussi au niveau européen. Tout ça, moi, je pense qu'on a les outils. Maintenant, c'est comment on y arrive pour pouvoir faire en sorte que ces débats-là soient des débats d'actualité, des vrais débats. Et comme tu le dis très bien, Laurent, en ce moment, c'est le slogan politique à celui qui dira la plus grosse connerie, au fait. Et c'est ça qui, moi, me perturbe, parce qu'on ne parle pas des véritables politiques publiques. Ensuite, tout le monde dit, mais on fait où est l'argent? Ça va coûter très cher. Mais là aussi, il y a encore, moi j'étais au lycée, on parlait déjà de la taxe des transactions financières. Non mais, vous voyez ce débat? C'est quand même des années de débat. Donc à un moment aussi, il va falloir qu'on règle toutes ces questions. On parle encore de paradis fiscaux. Et là aussi, on se dit, mais vraiment, est-ce qu'on va avoir une logique de dire, alors tu as raison de dire tout à l'heure, notamment sur la question des dividendes, qui est un vrai sujet, et là aussi, quel type d'entreprise de demain? Est-ce que c'est normal que des multinationales paient quasiment les mêmes types d'impôts qu'une PME? Vous voyez, il y a un truc qui ne va pas bien. C'est un truc qui ne va pas bien. Donc moi, je pense que aussi ce pacte civique permet réellement d'avoir des vrais débats, des vraies solutions, et tout part du bas, en fait. C'est comme les expérimentations qu'on voit chez les uns et les autres, ça part du local à chaque fois. Et j'aspire qu'on ait dans ce débat de la présidentielle enfin des choses qui nous amènent à construire l'ensemble de ces solutions comme un projet de société. Et tout à l'heure, tu disais une chose qui est très vraie, c'est-à-dire que il y a des choses au niveau national, même sur l'alimentation, qui sont quand même très simples à faire. Moi, je suis désolée quand on a des élus qui disent « je prends la responsabilité pour que les cantines, ce soient des cantines bio », eh bien, ce sont des choix politiques. Quand je décide de faire en sorte que, oui, notamment les régions qui ont un pouvoir aujourd'hui, faire en sorte que les produits locaux, éco-responsables, ce sera des circuits courts sur mon territoire, c'est concret et ça marche. Maintenant, je le redis, c'est comment on fait que tout ça, ça ne soit plus des petites expériences et que ça se passe à l'échelle nationale et ensuite de le porter au niveau européen. Et je terminerai sur l'industrie parce que ça me tient à cœur. Laurent, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai vu les salariés de Bridgestone. Bridgestone, c'est une entreprise à Béthune. Ce sont 1200 salariés qui fabriquaient des pneus et qui, à cause notamment, bien sûr, de la mondialisation, aujourd'hui ont été renvoyés et de localisation. Mais c'est là aussi où on se dit il y a quelque chose de phénoménal que normalement la crise du Covid aurait dû nous réveiller. C'est comment on relocalise toutes nos industries et ça va être la bataille de la taxe carbone aux frontières. Et ça va être surtout quel type de mobilité. Je suis d'accord sur la question de la mobilité va être un enjeu fondamental. Mais surtout, il ne faut pas perdre le savoir-faire de nos salariés. Et les salariés de l'automobile, vous savez quoi?
Eh ben, c'est les salariés de demain, dans notamment le ferroviaire. Le ferroviaire va faire un boom dans les années à venir. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça prendra du temps si on dit que ce n'est pas une priorité. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 6 ans, je me battais pour le retour des trains de nuit. Tout le monde me disait « Ah ah ah, l'utopique, blablabla, bla. » Le train de nuit est une véritable industrie. C'est quand même dingue, on était le premier pays des trains de nuit, c'était pas il y a un siècle. En 1980, en France, 550 gares en France desservaient des trains de nuit. C'est quand même fou, en fait. Cette industrie, on l'a arrêtée parce qu'on a dit que c'était pas rentable, vous voyez, et qu'on a laissé le marché des low cost, de l'avion, etc., envahir ce marché. Sauf qu'il y a d'autres pays, je pense à l'Autriche et même en Allemagne, qui ont dit bah, c'est pas une niche, c'est une alternative à l'avion. Et donc, ils ont fait quoi? Une politique industrielle sur le matériel roulant. Et nous, en France, c'est fou, hein? On a Alstom, une grande entreprise, hein, qui vient de racheter Bombardier. On a tout pour faire l'industrie du train de nuit. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, bah oui, mais au fait, on n'a pas de commande publique, on ne veut pas réouvrir des trains de nuit. Et c'est là où on est quand même dingue, puisque l'Europe est en train de monter le premier réseau européen des trains de nuit. On devrait être les premiers leaders, et on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend. Et bien aussi, alors c'est pas une niche, hein, les trains de nuit, mais le ferroviaire, que ce soit du fret, même, le fret ferroviaire, le train de passagers, ou même le report modal, parce que demain, les marchandises qui passent par la mer doivent un petit peu être moins sur la route, mais sur le train. Tout ça, ce sont des milliers d'emplois, vous voyez? Et on pourra basculer d'une catégorie à une autre. Mais encore faut-il avoir un plan de prospective. Et c'est là où ça manque de vision. Donc, moi, je compte sur vous pour être un peu ces lanceurs, c'est cette volonté justement de montrer le chemin. Et je crois que c'est vous qui êtes en train, sans le vouloir, de théoriser cette société écolo qui est en mouvement, en fait. Et c'est ça qui est génial. Alors, il y a Huxley qui voulait intervenir. Après, je me tournais vers Louis Gallois sur la transformation et Laurent Berger sur la transformation des ouvriers de l'automobile en cheminots SNCF. Enfin, si ça peut se faire vite. Vous voulez le faire tout de suite? C'est en cheminot SNCF, c'est en fabricant de matériel. Oui. Bon, je ne veux pas rentrer dans le débat sur les trains de nuit parce que je vais trop loin. Sur le fret. Il faut rapprocher votre micro. Sur le fret, le problème de la France, c'est que nous n'avons pas de lieu de rassemblement de trafic. Les ports français ne fonctionnent pas bien et ne sont pas des lieux de rassemblement de trafic. Et nous avons perdu l'industrie lourde qui était le principal client du fret. Donc les deux jouent. Mais si on veut mettre les camions sur les trains, pour parler vulgairement, il faut une taxe sur les camions. Il faut savoir que les camions roulent en France gratuitement sur la moitié des autoroutes françaises. La moitié des autoroutes françaises ne sont pas payantes. Donc ils roulent gratuitement sur les autoroutes françaises. Ils contournent Paris gratuitement. Et je pense qu'on a raté quelque chose avec la taxe carbone sur le transport. Et on ne fera pas de fret ferroviaire s'il n'y a pas une pénalisation du transport routier. Après, il y a l'acceptabilité. Sinon, vous allez avoir des routiers qui vont bloquer les routes. Il faut assumer que ça veut dire que le transport sera plus cher. Oui. Non, le transport sera plus cher. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un le paye, ça. Donc, qui va le payer? Donc, je pense que les questions sont toujours compliquées parce qu'au bout du bout, quelqu'un paye. Il faut savoir qui. Et en plus, il faut savoir que nous ne sommes pas seuls dans le monde parce qu'on a beaucoup parlé ce matin, mais que fait le reste du monde? Est-ce qu'ils attendent que la France mène des politiques totalement divergentes pour envahir notre marché? On le voit bien, quand on abandonne un créneau, ils viennent sur ce créneau. Vous avez parlé, madame, de l'ajustement carbone aux frontières. C'est une grande question. Moi, je pense que ça va être extrêmement difficile. Les pays européens ne sont pas unis sur ce sujet parce que les intérêts sont divergents. Et selon la technique que l'on choisira, on va avantager tel pays plutôt que tel autre.
Je crains beaucoup qu'on en arrive à ne pas mettre en place cet ajustement aux frontières, d'autant plus que l'OMC, Organisation mondiale du commerce, va regarder ça de manière extrêmement sourcilleuse comme une mesure protectionniste. Donc tout cela, toute cette complexité, moi je rejoins Laurent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Moi je pense qu'on peut engager le pays dans une croissance éco-responsable. Parce qu'il y a énormément de potentiel. Mais il faut le gérer en prenant en compte la complexité des choses. Et je ne peux pas, moi, peut-être parce que je suis vieux, me rallier à des solutions qui n'auraient pas été vues dans cette complexité. Alors je sais bien que parfois on dit, mais ça c'est pour procrastiner, pour ne pas prendre de décision. Je pense qu'on peut prendre des décisions, mais il faut que le débat ait été mené. Je rejoins Laurent sur le fait qu'on ne pourra pas prendre les décisions qui devront être prises s'il n'y a pas eu débat avant. Mais j'ajoute, on ne pourra pas non plus prendre ces décisions si derrière, il n'y a pas une planification pour la mise en œuvre. Alors, Uxibi, vous voulez intervenir? On Oui. terminera après et on demandera des questions à la salle. Donc, Voilà. commencez à préparer vos questions. Juste un dernier mot avant. Je voudrais passer 2 messages au Pacte civique à l'occasion de son 10e anniversaire, en donnant un coup de chapeau à Jean-Baptiste de Foucauld. Jean-Baptiste a toujours été pour moi une force d'inspiration. C'est un entrepreneur aussi, puisqu'il a créé des belles associations. Et vraiment, merci Jean-Baptiste. Je pose la question aussi de savoir où sont les hauts fonctionnaires qu'on a connus du type Jean-Baptiste qui s'engageaient dans la société, les Bloch-Lenné, les Lenoir, etc. Est-ce que les hauts fonctionnaires qui ont 40 ans aujourd'hui ont le même état d'esprit d'être engagés dans la société? C'est juste une question. Alors, les 2 messages que je voudrais passer, le premier, c'est que le pacte civique vraiment s'intéresse beaucoup au territoire. Parce que la question qui est posée dans ces tables rondes, c'est le changement dans une démocratie renouvelée. Il y a une partie du sujet qui se passe vraiment sur le territoire. Or, sur le territoire où il se passe énormément de choses, on est encore quand même dans des silos. Je regrette que Louis n'ait pas pu parler de territoire zéro chômeur, mais magnifique expérience. Mais il y en a d'autres à côté qui s'appellent territoire à énergie positive. Puis il y a des pôles d'alimentation. Et puis il y a des pôles de coopération économique. Donc tout ça foisonne. Je pense que le pacte civique, pour faire que les citoyens fassent de tout ça un système de changement, là, il y a vraiment un rôle transversal que le pacte peut jouer. C'est pas facile parce qu'il faut être sur le terrain, mais vraiment, j'appelle le pacte civique à essayer d'être un acteur de transformation systémique, pas à l'échelle planétaire, c'est pas dans son rôle, mais sur le territoire. Et puis le deuxième message que je voudrais passer, c'est le pacte, et tu l'as dit Jean-Baptiste quand tu as parlé de l'association Associons nos savoirs, le pacte civique pour moi joue un rôle d'éducation populaire. Et je voudrais appeler ce matin, ici au Conseil économique et social, à une forte relance de l'éducation populaire en France. L'éducation populaire, Laurent, ça a été les mouvements ouvriers, les mouvements laïcs et les mouvements chrétiens. Et ça a fait quand même des choses magnifiques, l'éducation populaire. Aujourd'hui, ça apparaît comme un concept ringard. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait sur le sanitaire? C'est qu'il y a une partie de la population qui n'accède pas à la bonne information, qui n'accède pas au bon discernement, à la bonne réflexion. Et sur le climat, c'est la même chose. Et sur leur propre alimentation, si on veut lutter contre l'obésité, c'est pas que des mesures publiques. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il y a des associations qui font toutes des bouts d'éducation populaire sur le terrain, quelquefois avec des bouts de ficelle. Et moi, j'appelle à ce que, si on veut lutter contre le populisme, si on veut rénover la démocratie, il faut avoir une ambition d'éducation populaire qui fasse que ces multi-initiatives un peu partout fassent de la transformation. Et ici, on est au Conseil économique et social. Dans le passé, ça a eu un rôle sur l'éducation populaire. Je pense que ça pourrait avoir un nouveau rôle. Et donc, moi, j'appelle à ce que dans la campagne qui s'ouvre, on ose parler d'éducation populaire comme étant un vecteur de transformation de la société. Est-ce qu'il y a des questions? Puis peut-être. Oui, je me doutais que vous alliez rebondir sur l'éducation populaire. Oui, je mets juste un mot. Et dans cette éducation populaire, moi, je suis une convaincue de l'éducation au droit. Je pense que dans la scolarité, on doit être éduqué à connaître ses droits, parce que c'est comme ça qu'on peut mieux les défendre. Et Claire, j'ajoute, et ses devoirs aussi. Ouais.
Écoute, alors oui, moi ça, en fait, cette phrase-là, très honnêtement, Louis, pour moi, elle est insupportable. Parce que la réalité d'un grand nombre de personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à accéder à leurs droits. Et le problème, il est là. On veut bien réfléchir aussi aux devoirs. Mais quand les gens n'ont pas accès aux services publics, ils n'arrivent pas à obtenir les droits, on est à 1/3 de non-recours sur le RSA. Je trouve que le problème, il est plutôt à ce niveau-là. Quand on supprime le RSA ou on le diminue à des gens qui ont juste vendu leur voiture, c'est juste inadmissible. Et je ne peux pas entendre parler de devoirs quand il y a de telles attaques aux droits. Claire, les devoirs ne sont peut-être pas pour les mêmes que ceux qui n'ont pas de droits. Mais si tu ne parles pas de devoirs, tu as une société qui est bancale. Et je pense qu'il faut parler aussi des devoirs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur, là-bas. Jackie va venir vers vous avec un micro. Peut-être qu'on dirait un mot sur le territoire zéro chômeur dont on a beaucoup peu parlé. Cet après-midi, vous avez Laurent Grand-Guillaume. Vous en dire un mot. Pas du tout. Merci à vous. Je m'interroge quand même maintenant comment on fait pour que toutes ces belles paroles que vous avez chacun et chacune prononcées infusent dans la campagne présidentielle qui a plus ou moins officiellement démarré hier et qui aujourd'hui est quand même à un niveau de discours absolument pathétique. Qui veut répondre? On va prendre plusieurs questions, puis on répond après. Allez-y, allons-y. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voulais revenir sur une partie de débat était passionnant, mais sur un sujet qui a été abordé incidemment, qui est la question de la croissance, décroissance, autre croissance, etc. Parce que tout ça se traduit dans une grandeur qui est purement conventionnelle, qu'on appelle le produit intérieur brut, qui est la somme des valeurs ajoutées. Et bien sûr, c'est une notion économique, mais le mot valeur a un sens qui va bien au-delà de l'économie. Alors, je suis assez d'accord spontanément à ce que dit Louis Gallois en disant qu'il faut que ça soit une croissance monétaire, mais la monnaie, donc le prix qu'on donne aux choses, c'est la valeur qu'on donne aux choses. Et comment faire en sorte il y a un travail d'élaboration théorique, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui mériterait quand même qu'on y investisse beaucoup plus de temps. Comment faire en sorte qu'on donne de la valeur à des choses qui ont de l'importance pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on donne une non-valeur aussi, qu'on déduise de la valeur le fait que le jour du dépassement se rapproche chaque année davantage du début de l'année. Je voudrais qu'on revienne à l'obsession qui était celle de Keynes, qui était justement d'avoir le plein emploi des ressources, et notamment c'est la question du chômage, mais aussi à le bon emploi des ressources, c'est-à-dire et notamment le bon emploi des ressources non renouvelables. Est-ce que vous pouvez vous nommer quand vous posez vos questions, comme ça on sait qui parle? Moi je m'appelle Daniel Lenoir, je suis entre autres choses président de Démocratie et Spiritualité. C'est l'occasion de souhaiter un bon anniversaire au Pacte civique, mais je l'ai fait tout à l'heure. Il y a monsieur aussi qui voulait poser une question. Est-ce que vous voulez commencer à répondre? Moi, je veux bien rappeler, je profite du transfert de micro. J'aime bien la phrase de Georges Bush père qui disait notre mode de vie n'est pas négociable en 92. Genre, mais c'est la plus grosse bêtise, je pense, qu'il ait pu dire. Enfin non, peut-être qu'il en a dit d'autres, mais en tout cas, c'est une énorme bêtise. Ce qui n'est pas négociable, c'est d'avoir un air respirable, de l'eau potable, des écosystèmes en bonne santé. Et en fait, moi, mon vrai sujet, c'est que l'économie, et donc c'est pas pour répondre à Monsieur Gallois, l'économie, c'est un dogme, c'est un concept, c'est un truc qui a été théorisé. Je rappelle que Nobel, quand il est mort, il a dit surtout, jamais de prix Nobel d'économie, parce que c'est pas une science exacte, c'est vraiment... Et voilà. Et en gros, cette histoire de croissance, avec pour seule boussole le PIB, comme ça vient d'être rappelé, avec l'argent, c'est juste, mais ça nous mène dans le mur, on le voit. Enfin, je veux dire, ça fait 50 ans, le Club de Rome, on va fêter les 50 ans, c'est les 10 ans du Pacte civique, l'année prochaine, on fête les 50 ans du rapport Meadows, quoi. C'est juste dingue qu'on continue à garder cette boussole, et comment est-ce qu'on peut distiller un petit peu de valeur dans cette boussole? D'autres valeurs, nous, on parle de la comptabilité en triple capital. On dit qu'il faut rajouter le capital naturel et le capital humain dans le bilan comptable et dans le compte de résultat des entreprises. On indexe les impôts là-dessus, et à ce tarif-là, Justin Bridou, ils vont arrêter de faire ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, s'ils doivent payer eux-mêmes la réparation des conneries, ils vont faire différemment. Et ça, c'est aussi une réponse par rapport à l'élevage. L'élevage, il émet énormément et il emploie de moins en moins de gens. 100 000 emplois qui tomberaient si jamais on passait de la voiture thermique à la voiture électrique. Super, on a perdu 1 400 000 emplois dans l'agriculture.
1 400 000 emplois. Alors, je ne sais pas. Alors, tout le monde dit oui, mais personne ne veut être agriculteur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui veulent être sur des chaînes de production dans les usines automobiles. Donc, la question, elle se pose. Juste un truc par rapport à la décroissance. Il n'y a jamais eu de décorrélation possible, de découplage entre la croissance économique et l'augmentation de l'exploitation des ressources. D'accord? Donc, tant qu'on veut maintenir une croissance économique indexée sur le seul PIB, eh ben, on va continuer à accélérer l'augmentation, à accélérer l'exploitation des ressources. C'est juste, voilà, c'est suicidaire. Et voilà, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas? L'économie, c'est clairement négociable. On a des gens super intelligents qui peuvent réinventer des modèles. Ils prennent l'énergie et l'emploi et on inverse la fiscalité énergie-emploi. Hein, il y a des polytechniciens qui sauront faire ça très bien. Et ensuite, ben, ça donne une boussole, quoi. Répondre en un mot, Louis Gallois, avant qu'on prenne la question. Si on engage ce débat, je ne peux évidemment pas être d'accord. Je pense que on ne peut pas faire abstraction du fait que nous vivons dans un monde où il faut que les gens puissent vivre, donc il faut du pouvoir d'achat. On ne peut pas vivre dans un monde où, si on est en décroissance, les inégalités vont croître. Oui, mais la croissance n'est pas la condition suffisante. C'est une condition nécessaire à la réduction des inégalités, ou alors on s'engage dans une société où il va falloir être extrêmement coercitif pour que la taille du gâteau diminuant, le gâteau soit mieux partagé. Je pense que là, il faut quand même être attentif à cela. Je pense que ce que vous dites bon, vous vous situez sur un domaine où vous avez obligatoirement raison. On veut tous vivre dans un monde où l'eau est potable, les rivières propres. Ce matin, je longeais la Seine, elle est dégueulasse. Je ne trouve pas ça tout à fait normal. Bon, on veut tous vivre là-dedans. Mais je pense que pour aller vers ce monde plus vivable et où les inégalités peuvent être surmontées, on a besoin que la machine économique fonctionne. Et on a besoin que cette machine économique assure de la fluidité à la société. On va prendre une question, monsieur. Oui, ça n'est pas une question, mais simplement... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Étienne Louis, administrateur civil honoraire. Je n'ai pas du tout une question, mais je suis vraiment frappé par la qualité des intervenants à cette table ronde, quelle que soit leur divergence. Je suis très, très impressionné. Je crois qu'il faut rendre hommage aux fondateurs du pacte, et en particulier à Jean-Baptiste, pour d'avoir réussi à susciter ces rencontres, ces débats. C'est formidable. Et on a ici deux anciens commissaires au plan, Jean-Baptiste lui-même et puis notre ami Cossé. Et j'ai un souvenir que j'évoque très, très brièvement. J'étais jeune administrateur civil et j'étais à Matignon à une réunion d'arbitrage budgétaire en 1974 avec le nouveau jeune Premier ministre qui s'appelait Jacques Chirac, et on avait un jeune président qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Et là, j'ai assisté à Matignon à un premier démembrement du plan. Il y avait un commissaire au plan qui s'appelait Montjoie, qui avait, je crois, un début d'Alzheimer, et Chirac en a profité pour lui retirer une bonne partie de ses crédits, et Chirac triomphait. Voilà. Et je pense que ce qui illustre la qualité formidable de ces débats de ce matin, c'est les bienfaits d'une concertation comme il y avait au plan, et comme on pourrait avoir à nouveau si le plan était véritablement remis sur ses pieds. Je partage totalement. Il faut planifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur. Nous avons un haut commissaire au plan, c'est M. Bayrou. On l'oublie un peu, mais... Jean-Claude Devez, ancien coordinateur du pacte civique et ancien secrétaire général de Démocratie et Spiritualité. En fait, ma question porte sur le débat qu'on a eu qui appelle à des prises de conscience et à des efforts. Mais ces efforts, est-ce qu'on peut les faire sans que les citoyens reviennent à un certain sens commun? Et donc ce sens commun, est-ce qu'on ne peut pas le trouver soit sans un sursaut spirituel, ce qui était l'objet de notre dernière université d'été de démocratie et spiritualité, soit au moins
dans un certain personnalisme communautaire. On emploie trop souvent le mot individu. Soyons donc des personnes responsables avec des droits et des devoirs et collectivement avançons fraternellement en sachant débattre, en ayant l'éthique du débat au niveau dont on a besoin et pas comme hier soir. On va prendre une deuxième question. Bien que faisant partie d'un mouvement La Vie Nouvelle qui se dit mouvement d'éducation populaire, je fais une remarque que je transforme en question, une remarque à partir de l'intervention de M. Siby sur la nécessité de relancer l'éducation populaire. La question, après avoir écouté les débats, je me demande si la question n'est pas plutôt la participation populaire à la recherche collective de solutions. Moi, j'ai trouvé que beaucoup de réponses dans ce que vous avez dit relevaient de ça. Faire prendre le peuple, les gens, comme on dit, pour ceux qui savent dans leur possibilité de participer aux solutions. Je pense que il faut changer un petit peu c'est pas de l'éducation directe, mais c'est une participation à la recherche de solutions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je transforme ma question. Il y a Karima qui veut répondre. Moi, ça me plaît bien, ça. Mais par exemple, quand on met en place la Convention citoyenne pour le climat, objet extraordinaire, il y a le tirage au sort, on met des personnalités venant des quatre coins de la France avec des expériences incroyables, de générations qui se parlent, etc. On les fait bosser tous ensemble avec des experts, etc. Ils ont compris, ils passent même des week-ends, vous voyez, c'est quand même beaucoup. Ils sortent une feuille de route avec 146 propositions et en face, on a quoi? Des politiques qui disent finalement, je ne vais pas prendre tout. C'était pas le... Et on remet en cause, notamment, toute la démarche parce qu'on avait garanti, vous voyez? Et c'est là où je pense qu'il y a un truc qui ne va pas bien. C'est, pour moi, le modèle de la Convention citoyenne est plutôt un bon élément de participation citoyenne. Mais il faut dire la vérité aux gens. Soit on applique les 146, ou soit on leur dit on va travailler pour voir comment on va les mettre en place et on va suivre. Et monsieur, vous avez raison, il nous manque un vrai grand au commissariat au plan, parce que qu'est-ce qui manque aussi? Alors, Louis Gallois, il parle de planification. Moi, je parle de prospective. Vous voyez, il nous manque, quelle est la feuille de route? On commence par quoi? Vous voyez? Parce que normalement, je vous le dis, la transition écologique, elle commence depuis petit, depuis l'éducation. Quand vous regardez moi j'ai regardé un chiffre qui est quand même terrible, c'est que, par exemple, les enfants aujourd'hui ne savent pas reconnaître la différence entre une aubergine et une courgette. Ils savent, non mais, on sourit, mais là il y a un petit problème, parce que ça va pas leur permettre de comprendre, par exemple, le cycle de saison. Et ils pensent que des tomates, c'est toute l'année, parce qu'ils voient ça toute l'année. Alors que non. Donc vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est qu'à un moment, la participation citoyenne, moi je suis pour, mais encore, lorsque les citoyens participent, il faut les écouter. Et moi j'ai plein d'exemples au niveau européen. On peut remettre en cause certaines de leurs propositions. En plus, mais par exemple, il y a vous savez, en ce moment, il y a un grand débat qui s'appelle alors ça s'appelle l'avenir de l'Europe. C'est un grand débat comme ça, citoyen, etc. Et on dit que les citoyens participent pas au débat européen. Mais c'est faux. Moi, j'ai reçu, par exemple, on a reçu des pétitions, 4 millions de personnes qui disaient « on veut que l'Europe arrête le glyphosate ». Est-ce qu'on les entend? Non. Vous voyez? Il y a des trucs comme ça où ça va pas. Et donc, à un moment, il faut aussi changer le logiciel politique pour pouvoir faire avec les citoyens. Et ça va demander justement qu'on crée quelque chose de totalement nouveau pour que les citoyens suivent ce que font les politiques. On va reprendre 2 autres questions et puis après je passerai la parole à... Jean-Pierre Pasquale, je fais partie d'un collectif CCSC où le pacte civique a sa place puisque nous sommes 17 associations pour donner la parole aux chômeurs. Donc, ce matin, j'entends bien sûr des termes encourageants qui ont été évoqués, en particulier, dont on a parlé de sobriété et de fraternité. Aucune personnalité de qualité n'a parlé de
spiritualité, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit, je ne sais pas comment dirais-je, citoyenne. Quand nous donnons la parole, et on a donné la parole à plus de 250 chômeurs, ce mot est revenu, ce terme est revenu pour donner une autre dimension à tous les problèmes que nous soulevons ici. Que pensez-vous de ce terme? Que pensez-vous de cette évocation par des gens qui sont vraiment en difficulté, puisqu'on a pris l'habitude de vivre avec 8% de chômeurs sans que ça dérange véritablement notre société? Avant de répondre, on va reprendre la deuxième question, monsieur. Ça vient. Oui, que c'est? Le mot planification a été prononcé. Et à ce mot planification, je reprendrai le mot de Louis Gallois, complexité. Il ne s'agit pas de reprendre des modèles qui sont périmés, il faut inventer. Inventer parce que prenons deux exemples. La concertation, elle était très facile en 1946. On réunissait la CGT, quelques experts, le directeur du Trésor, et c'était simple. Maintenant, dans une société extraordinairement diversifiée. À quel niveau? Au niveau national, mais comme on l'a dit, sur le territoire. Et moi, j'en ai marre à propos des territoires qu'on ne précise pas lesquels. Faut-il décentraliser au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communautés de communes, au niveau des syndicats? Tant qu'on parle de décentralisation sans dire sur qui, à mon avis, le critère d'ailleurs est là où il y a les capacités. Donc, il faut réinventer quelque chose avec une nouvelle technique de communication. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, en 1946, il fallait reconstruire. Il fallait de la productivité, il fallait travailler, mais on savait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut inventer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un autre mot a été cité, je le reprends. Il faut en effet remettre une prospective à partir de ce qui est l'essentiel, ce qui a été dit beaucoup ce matin, c'est à la fois la transition climatique et la biodiversité, en liaison avec ce qui se fait sur le plan international. Il faut essayer de faire des scénarios, il faut définir des impossibles ou des possibles avec, à côté de cette prospective liée en effet à biodiversité et l'énergie, il faut une prospective technologique. Il faut des inventions, il faut trouver, on le fait avec l'hydrogène, mais on le fait, un ministre dit à beau jour, l'avion à hydrogène, ça va marcher, peut-être que ça marchera, mais il faut avoir un sérieux dans la prospective technologique, nous ne l'avons pas, et évidemment lié biodiversité, énergie. Une fois qu'on a fait ces deux efforts, on peut essayer de descendre à quelques programmations, mais quelques programmes. Et là, en effet, il faut y mettre les moyens. Il ne faut surtout pas tout mettre. Il faut à la fois être très ambitieux intellectuellement, il faut un supplément d'intelligence, être très réaliste et volontaire dans les programmes que nous faisons. Et puis pas donner le nom de commissaire au plan à un monsieur qui vient 3 jours par semaine à Paris. Nous n'en sortirons pas. Hugues Civil, vous vouliez intervenir? Et puis après, on prendra peut-être une dernière question et je vous proposerai de conclure en 1 minute chacun sur les perspectives du pacte de pouvoir de vivre. Non, c'était un court mot pour dire que pour moi, l'éducation populaire, c'est autre chose que le débat citoyen. Donc il ne faut pas mélanger ces deux choses-là. La tradition de l'éducation populaire, ce n'est pas simplement qu'il y ait des sachants qui apportent leur savoir à des gens qui sont là pour le recevoir. C'est un lieu d'élaboration, de débat, etc. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit ce matin et qui m'encourage dans cette idée d'éducation populaire, c'est quand même ce qui se passe avec les réseaux sociaux et la révolution numérique. Parce que si on regarde dans des problèmes aujourd'hui climatiques ou sanitaires, les réactions qu'il y a eu sur le vaccin, les passes sanitaires, etc., il y a quand même une grande partie des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Donc entre les gens qui accèdent à la bonne information et qui donc du coup vont avoir un discernement nettement supérieur et vont peut-être moins se tromper sur la manière dont ils se soignent, dont ils se font vacciner ou dont ils se nourrissent, et ceux qui sont avec des niveaux d'information inférieurs, notamment par les réseaux sociaux,
Je nous trouve un peu impuissants aujourd'hui sur ce sujet-là. Or, l'éducation populaire, pour moi, c'est une façon de répondre à ça. C'est donc, la proposition de ce matin, c'est pas de repartir de zéro, c'est de dire qu'il y a des gens qui font déjà beaucoup de choses, mais qui, à mon avis, sont trop dispersés aujourd'hui pour avoir un véritable impact d'éducation populaire. Sur le climat, c'est fondamental. Si on veut changer les comportements, c'est pas, encore une fois, ni que de la régulation publique ou que du comportement individuel dans lequel on appellerait les gens en disant « allez, soyez plus sobres », etc. Il y a un niveau de conscientisation, de discernement qui est insuffisant par rapport à l'évolution de la société aujourd'hui. Et d'accord, la question de la spiritualité est une question qui se pose à l'intérieur de ça. Mais moi, je dis à travers le mot éducation populaire, c'est un mot, c'est élever le niveau de discernement des citoyens pour qu'ils soient capables d'être de meilleurs acteurs de la société. Et si on ne le fait pas, je pense que les risques, au-delà de la crise démocratique actuelle, d'approche dictatoriale ou très autoritaire, est là, y compris des dictatures vertes, pour répondre au problème du climat. Si on ne monte pas le niveau de conscientisation, on sortira, et la Chine nous donne un très mauvais exemple, on sortira par des approches autoritaires ou dictatoriales. On va passer aux conclusions. Chacun a 1 minute pour conclure. Qui veut commencer? Laurent Berger, on commence par vous. Oui, ce n'est pas l'exercice le plus facile, surtout qu'on n'a pas répondu à tous les sujets, toutes les questions posées, mais moi je crois qu'il faut qu'on se redéfinisse ce qu'on veut faire, ce qui est le propre d'une société, c'est de savoir ce qu'elle veut faire en commun, ce qui nous est commun et ce qu'on veut faire ensemble d'une certaine manière. Et moi je crois qu'on manque d'indicateurs, et pour revenir, je ne veux pas perturber le sujet, le débat sur croissance-décroissance, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter d'un seul indicateur, et qu'il en faut d'autres, la question de la pauvreté, la question de la biodiversité, la question de l'éducation, qui est quand même une question ultra prioritaire de mon point de vue, la question de la santé, on a bien vu, voilà, sont d'autres indicateurs. Et qu'à partir de cela, on peut se dire, bah voilà, notre ambition, parce que moi je suis fait comme ça, je ne crois pas au grand soir, je ne crois pas à la solution miracle qui viendrait. Donc ça veut dire qu'il faut se dire comment on progresse. Et à partir d'indicateurs qui sont finalement ni partagés, ni débattus, etc., on a du mal à le faire. Donc moi, je pense qu'une des voies pour fixer l'objectif, c'est cela. Et après, il faut savoir comment on suit le chemin. Et moi, de mon point de vue, le chemin, ça rejoint beaucoup de ce que vient de dire Hugues. C'est-à-dire que moi, je suis un adepte, je suis un produit, mais aussi un adepte de l'éducation populaire. Parce que l'éducation populaire, c'est ce qui nous permet d'apprendre ensemble et de se créer ensemble des objectifs. Et ça existe dans notre pays. Hein. On n'en est pas dépourvu, mais ce n'est pas suffisamment valorisé. Nombre de citoyens, sur leur lieu de travail, mais bien au-delà de leur lieu de travail, dans leur lieu de vie, etc., sont les acteurs du changement. Alors, j'aime pas trop ce terme, parce que ça fait un peu terme politique, mais un peu slogan, mais sont des acteurs de changer les choses au quotidien. Et voilà. Donc, et c'est pour ça que je réponds quand même à l'interpellation. On parle de territoire, il faudrait dire lesquels. Eh bien, il y a une notion qui est fondamentale dans une démocratie et dans une société, c'est la subsidiarité. C'est de donner la capacité à chacun d'agir là où il est. Il faut traiter les problèmes là où ils peuvent se traiter. Et je pense que c'est fondamental. Et puis, il faut quand même répondre à la question de la campagne, de comment tout ça diffuse. Nous, on va faire... Moi, je pense qu'il faut que notre rôle, en tout cas le rôle d'une organisation syndicale, mais aussi, je crois, le rôle du Pacte du pouvoir de vivre, c'est de donner, de pousser ces propositions, d'essayer d'élever le débat avec les propositions qui sont les nôtres. Donc, il faut utiliser les codes. Moi, j'en suis pas un fervent, mais les codes, c'est parfois essayer de faire de la com. Voilà, moi, je suis pas un spécialiste du sujet. Il faut essayer, non pas de faire des coups, mais montrer, de faire des choses de façon concrète, et montrer qu'on a travaillé derrière. Moi, j'ai horreur qu'on lance une idée à la CFDT si on ne l'a pas expertisée. Et donc, je pense que le Pacte du pouvoir de vivre, aujourd'hui, il a expertisé ça. Voilà, donc je suis déjà trop long, mais ma conclusion, c'est, et j'ai adoré la réponse sur est-ce qu'il est trop tard. Si on pense qu'il est trop tard, franchement, je ne serai pas là. Moi, je ne serai pas là. Si on pense qu'il n'y a plus rien à faire, à la rigueur, chacun profite dans son coin et on voit ce qui se passe. Et on peut encore, évidemment qu'on peut encore. Et est-ce que ce sera suffisant? C'est à nous de faire la démonstration que oui. Claire Hédon. Oui, je vais prendre la suite. Sur la question d'essayer d'élever le débat dans l'espace médiatique en ce moment, je pense qu'on n'arrive pas à répondre à votre question parce que c'est très compliqué. Je pense que les médias ont une grosse responsabilité du culte de la petite phrase qui n'aide pas
à une construction d'un débat sur le fond. Et quand on voit les préoccupations des Français, en tête, c'est en ce moment les questions de santé, les questions d'emploi, les questions de pouvoir d'achat, et en aucun cas, et les questions d'immigration arrivent bien loin derrière. C'est pas vrai que c'est le quotidien des gens, c'est pas la réalité. Moi, ce que je pense, c'est que la défense des droits est absolument vitale pour notre démocratie. Les personnes qui ont du mal à faire valoir leurs droits, qui se trouvent discriminées, ça c'est une autre question qu'on n'a pas abordée, mais c'est vraiment le fait d'avoir du mal à quantifier ces discriminations crée aussi de la défiance, et crée de la défiance dans la démocratie, crée du non-vote, et si on veut redonner confiance, il faut que les personnes accèdent à leurs droits. Et juste là-dessus, nous, on a des jeunes ambassadeurs des droits, des JAD, qui sont des services civiques qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont issus de tous milieux, dont des milieux de quartiers politiques de la ville, et qui vont justement dans les écoles former les enfants à leurs droits et à la lutte contre les discriminations, et je crois beaucoup à ça. Maxime ? Moi, je pense qu'on a les indicateurs, je pense juste qu'ils ne sont pas pris en considération, et ça, c'est un vrai sujet, c'est la place que prend l'argent aujourd'hui dans notre société, le pouvoir que donne l'argent, et en fait, souvent accumulé sur des fondements délétères, enfin toxiques quoi, pour le reste de la société. Et en gros, il y a un gros enjeu, à mon avis, et je pense, vous parliez de spiritualité, et effectivement, c'est un sujet qui est peu abordé. J'ai eu la chance de constituer une délégation pour aller voir le pape François il y a 1 an. Enfin, lisez l'encyclique du pape. Quand la maison commune est en danger grave, est-ce qu'il est trop tard ? Il est trop tard pour ceux qui ont déjà pâti des dérèglements climatiques plus que du réchauffement. Mais globalement, il y a plein de choses à faire. On a des solutions sur plein de sujets. Ça bloque et ça frotte, à mon avis, juste sur le sujet économique. Moi, je fais du lobbying tous les jours et j'en kikine les cabinets et les conseillers des ministres et autres en leur disant mais en fait, ça, on n'a pas le choix. On a un chantier de... Qu'est-ce qu'on veut faire? Si vous demandiez, Monsieur Berger, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, il faut régénérer les écosystèmes, réparer la planète. Sinon, c'est plié. Et hier encore, on disait 2,7 degrés, ça va laminer nos économies. Ça va laminer le truc. Et en fait, tous les autres sujets seront superflus le jour où se manifestera vraiment ce qui est en train de se passer, cette crise climatique, qu'on continue à dire oui, c'est pas grave, 2,7 degrés, on s'en fiche, on sait pas ce que c'est et on le tient. Donc voilà, en tout cas, nous, on est là, la jeunesse est là de plus en plus pressante, de plus en plus déterminée à ne pas se laisser voler son avenir par l'héritage des 30 glorieuses qui ont été plutôt les 30 foirées, quoi. Enfin, d'après moi, mais sauf pour ceux qui en ont profité. Louis Gallois ? Moi, ce que j'ai retiré de notre débat, c'est que il faut qu'on soit capable d'allier la complexité et l'action. Et c'est une très grande difficulté, parce que la complexité peut nous empêcher d'agir, parce qu'on voit les obstacles partout. Et l'action sans réflexion sur la complexité bute sur le réel et se casse la gueule. On peut prendre de multiples exemples dans ce domaine. Et je pense que pour résoudre ça, il faut être capable d'organiser le débat en amont. Moi, j'ai été assez surpris de voir apparaître ce débat sur l'éducation populaire. Ça m'a fait plutôt plaisir, d'ailleurs. J'ai trouvé que... merci Hugues d'avoir lancé ce débat sur... je ne sais pas qui l'a lancé. Enfin, sur l'éducation populaire, je trouve que c'est un bon débat parce qu'on ne fera rien sans des citoyens. Dans l'éducation populaire, il y a l'éducation, et l'éducation nationale, elle a son rôle à jouer aussi dans la formation des citoyens. Je rappelle que la base de la République, c'est le citoyen engagé dans la cité. Et ça, c'est absolument primordial. Lorsque l'on parle des formes de débat, je ne veux pas, moi, qu'on tombe dans l'excès inverse qui est d'exclure les élus. Parce que, vous l'avez compris, je pense que la démocratie ne peut pas fonctionner si le débat n'est pas structuré, si des partis ne le structurent pas. Et donc, je pense que les élus, c'est-à-dire ceux qui sont désignés pour agir, ont une part de responsabilité éminente et qu'il ne faut pas les exclure de ce débat parce qu'ils ont tendance à dire les élus, on s'en fout, de toute façon, personne ne les soutient. Il faut voir la cote des élus dans le pays, elle est basse. Et je pense que ça, c'est un véritable problème de démocratie. Et je pense qu'il ne faut pas consulter les élus. Et ensuite, lorsque le débat a été mené et que les priorités, il faut définir des priorités et il faut de la planification.
Moi, j'ai plusieurs exemples en tête. Je connais très bien la Corée du Sud parce que j'y suis allé de nombreuses fois. Moi, je vois comment ce pays est capable, dans des conditions qui sont très proches de la société française, d'élaborer une planification qui débouche sur des résultats absolument remarquables. Je me dis qu'il y a là un outil qui devrait être mis en œuvre de manière moderne. Il ne s'agit pas, Pierre-Yves, de revenir à la planification de Massé, parce que la société a changé. Jean-Baptiste aussi pourrait en parler, mais je pense qu'on a besoin d'une planification de l'action publique. C'est absolument indispensable pour que toute la société puisse savoir où veut aller la puissance publique, où veut aller l'État. Et ça me paraît absolument fondamental pour mobiliser toutes les énergies du pays, financières ou pas financières, toutes les énergies du pays dans cette direction. Karima Delli. 1 minute si possible, mais comme tout le monde a dépassé. Non, mais très rapidement, moi je pense qu'il faut faire naître un espoir qui soit majoritaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un climat où on a des collapsologues qui disent oh là là, on peut presque plus rien faire. Ensuite on est est-ce qu'on fait des petits pas ou pas de petits pas, etc. Moi je pense que c'est de dire votre projet c'est des solutions concrètes qui seront avec une vraie prospective, notamment qui permettront justement d'avoir des solutions concrètes, finançables et avec un calendrier, avec des élus, des associations, des citoyens, mais sans jamais oublier, et ça je reviens sur toi Claire, les premières victimes, c'est celles qui n'ont plus rien et elles ne vont pas vivre la transition écologique sur une double peine, les injustices sociales et les injustices environnementales. Et donc notre grand pari et cette grande victoire de tout ce mouvement, en fait, qu'il faudrait presque créer, en appui avec un mouvement d'éducation populaire, ne jamais oublier que sans écologie, les classes populaires et les plus pauvres ont tout à perdre. Simplement rappel, donc démocratie politique à travailler, démocratie sociale, mais aussi démocratie économique. Et on n'a pas eu le temps d'en parler ce matin, mais par exemple, il y a quelque chose qui émerge qui s'appelle les coopératives d'intérêt collectif. C'est un truc prodigieux, parce que c'est un truc dans lequel toutes les parties prenantes sont autour d'un projet d'entreprise. Moi, mon mot de conclusion, c'est de dire on a besoin du pacte dans les années qui viennent, vraiment. Et donc, moi, je l'ai fait au titre de la Fondation Crédit Coopératif, mais j'appelle les gens à soutenir aussi le pacte pour lui donner les moyens. Il faut le génie d'un certain nombre de personnes autour de Jean-Baptiste pour créer quelque chose comme ça. Donc, donnons des moyens au pacte civique pour qu'il puisse faire les choses. Et là, on ne sera pas simplement justement sur de la parlotte. Rajeunissons-le, parce que je regarde la salle, j'y vois plein d'amis, mais j'ai fêté mes 70 ans il n'y a pas longtemps. Donc, où sont les jeunes dans le pacte civique? Il faut vraiment aller les chercher. On ne construira pas une nouvelle démocratie sans eux. Et puis, ça a été dit, c'est évidemment un mot de fin de réunion, mais pour moi, il est fondamental, c'est que les débats qu'on a eus là, sur chacun des sujets, il faut vraiment que la dimension européenne, pour moi, dans le vaste monde, là où je sens que je peux agir, c'est à l'échelle européenne. Et donc, par exemple, pousser l'économie sociale au niveau européen, c'est un combat à l'heure actuelle. J'espère qu'il va y avoir prochainement un plan européen de développement de l'ESS poussé par le commissaire Schmitt. Donc, ça a été dit par Jean-Baptiste à l'ouverture, mais faisons en sorte que ce projet de changement soit un projet qui soit le plus possible européen, sinon on aura beaucoup de mal pour y arriver. Merci, je voulais vous remercier pour la qualité des débats. Donc là, vous allez pouvoir les déjeuner, vous restaurer en montant le grand escalier. Je voulais vraiment vous remercier pour les intervenants. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez qu'ici, c'est marqué banc du gouvernement et du Parlement. Je me dis que toutes les bonnes volontés qui sont là, si elles étaient réunies dans un collectif qui ait les manettes, peut-être que les choses iraient différemment, même si vous n'êtes pas tous d'accord. Hein. Voilà.